Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 463 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le 6e numéro de notre top 100 joueurs NBA 2025, la syllabe, avec aujourd'hui Benjamin de QI Basket. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de notre top 100 joueurs NBA 2025 avec aujourd'hui quelqu'un qui est habitué du Basket Lab, mais quelqu'un qui se demande si son nouveau coach va encore faire jouer ses joueurs préférés 42 minutes par match ou pas. C'est la question. Comment ça va, Benjamin ? Salut Guillaume, ça va super. Et oui, c'est vrai, là on va bientôt lancer la nouvelle saison et donc plein de nouveautés à New York. De toute façon, peu importe les années, il y a toujours de quoi discuter à New York, et cette année c'est niveau coaching. Ouais, non mais même quand il se passe rien, quand l'équipe est nulle, c'était quoi, c'est le fameux il y a une saison là quand vous rêvez de Zion et de Durant et qu'à la fin c'est Barrett et et Zion, Durant et Kyrie. De toute façon, peu importe le jour et l'heure, tu te connectes quelque part, t'as un montage avec une star qui doit venir à New York l'année prochaine. Et en même temps, tu vois, ça, j'ai plus envie de me moquer de ça, parce que c'était pareil avec les Lakers qui mettaient des maillots Lakers sur tout le monde. Ouais. Et vu qu'il y a eu le trade de Luka Doncic, maintenant j'ai plus envie de me moquer de ça parce qu'en fait maintenant c'est arrivé quoi. Donc en fait, tu peux pas leur dire non mais vous êtes fous, ça arrivera jamais parce que il y a un truc qui est arrivé dans les faits. Je vais partager des montages de Jokic Onyx. Alors c'est parti avec un forcer peu le de destin. chance. Ouais, forcer le destin. Ouais, c'est ça exactement. Non mais d'ailleurs tu parles de Jokic, Benjamin Ben de QI Basket, le seul non fan des Nuggets de QI Basket, hein, je pense que on peut le dire. Tu ne fais pas partie de la mafia. Mais QI Basket justement, les articles, le podcast, qu'est-ce que vous avez un peu concocté cet été? Je sais qu'il y a eu pas mal de podcasts. Pour être honnête, j'ai eu un été chargé, j'ai pas pu participer tant que ça, mais je sais que les gars ont fait pas mal de podcasts. Ils sont revenus sur la décennie passée de basket, mais sous différents formats. Ils ont parlé des campagnes individuelles de playoffs, des meilleures saisons régulières, des meilleurs duos. Enfin, il y a pas mal de petits podcasts. Et puis il y a eu des points aussi sur les différentes équipes à l'orée de cette saison de 2025-2026. Je sais qu'il y a eu un truc sur les Cavs, évidemment les Lakers. Enfin voilà, il y a eu pas mal de petits points. Donc c'est vrai qu'actuellement c'est un peu plus du côté podcast que du côté site web article, mais je crois qu'il y en a eu un ou deux récemment qui peuvent quand même être lus et qui sont toujours d'actualité. Et puis les previews qui vont arriver, mais l'idée c'était trouver le plus de formats possible, faire des classements sur la dernière décennie pour mettre Jokic numéro 1 à chaque fois. C'est un peu l'idée, je pense. Ouais, de toute façon, ouais, c'est en fait sur les personnes qui font le podcast, il y a Jérémy et Jokic. Et il y a Benjamin et LeBron. Enfin, Benjamin QI Basket et LeBron. Du coup, ils trouvaient toujours des solutions pour... soit l'un, soit l'autre, quoi. Voilà, c'est ça. C'était un peu la doublette inévitable. Donc Benjamin, vous connaissez que tu es venu faire un bilan d'ailleurs il n'y a pas longtemps, celui des Kings si je ne dis pas de bêtises, cet été. Exactement. Le bilan des Sacramento Kings, et je crois que tu n'as pas de joueur des Kings aujourd'hui. Donc Benjamin, aujourd'hui la syllabe, si le chiffre romain 100 et le lab du Basket Lab, le top 100 du Basket Lab, bon le jeu de mots mettons-le de côté, un classement participatif, vous le savez, on a une playlist de 100 noms, à chaque fois on en prend 5 différents, on les rajoute au classement, donc là on a fait 5 épisodes, on a 5 x 5, on a un top 25. À la fin de ce 6e épisode, on va parler de 5 nouveaux noms, on aura un top 30, etc. jusqu'à construire jusqu'au top 100. Vous connaissez le principe, je l'espère en tout cas. Aujourd'hui, belle cuvée pour toi d'ailleurs. Mais avant de passer à la cuvée du jour, par rapport au top 25 justement, quelles sont un peu tes revendications par rapport au classement actuel ? Est-ce que tu as des demandes de reclassement de un tel ou un tel ? En regardant ce classement, déjà, c'est maintenant la 3e fois que je passe sur ce format, donc je sais à quel point c'est compliqué de faire ce classement, donc je ne tirerai pas à boulet rouge sur les personnes qui sont passées avant moi. Je trouve que le haut du classement est plutôt très cohérent. Alors évidemment, en tant que fan des Knicks, ça fait mal au cœur
de voir Jalen Brunson juste derrière Tyrese Haliburton, mais je comprends le comment dire, enfin ce qui a été mis en avant sur bon, après c'est un chapeau, hein, c'est un même tiers pour moi. Y a oui, pas de... oui, bah c'est pour ça, oui, il y a pas de souci. Moi, je me questionnais sur les places, donc c'est 6 et 7 notamment, avec KD et Kate Cunningham. Voilà, je sais que, enfin, je vois que KD quand même, et c'est normal avec son âge, et pas en chute libre en termes de niveau, c'est toujours un très bon niveau, mais il régresse petit à petit, il redescend petit à petit dans les classements, que ce soit en efficacité, même défensivement, enfin en mobilité. Il y a toujours cette question du passing et de la création qui est plus ou moins problématique. Et à contrario, j'ai été plutôt surpris de la saison de Cade, qui n'est pas toujours super efficace, c'est le moins qu'on puisse dire sur certaines rencontres, mais il a un tel volume de création que dans mes comment dire critères, je me demande si je mettrais pas ça en avant, mais ça reste un peu marginal quoi comme décision. Donc Durant qui est 6, Cade qui est 7 du classement pour l'instant, Harden qui est 8, Ouais. Wagner qui est 9, Banchero qui est 10. C'est vrai qu'il y a un peu là-dedans un groupe de... Enfin, pour moi, il y a quand même une séparation entre le groupe de duo, on va dire, Jackson, Durant et Booker, et peut-être Cade Cunningham, Harden et Wagner. Quoique tu me diras, il y a 2 épisodes, on a mis Harden au-dessus de KD, finalement on l'a reclassé, mais non, mais j'entends, je suis d'accord un peu sur les nuances par rapport à, on va dire, un peu au déclin, mais au déclin un peu normal de Durant, plus l'aspect aussi au-delà du déclin, la mauvaise saison, juste très simplement le contexte collectif, etc. Et cela dit, je trouve quand même que, enfin, tu dis une perte d'efficacité, oui, par rapport à ses propres standards, ça reste le deuxième score le plus efficace de NBA. Non, bien sûr, oui, par rapport à ses standards. Oui. Non, mais je note par rapport à Cunningham, ok. Sur le reste du classement, notamment, est-ce que moi, tu vois, un peu plus bas dans le classement, je vois qu'on avait notamment, tout en bas, on a mis des Lou Dort, McDaniels et DiVincenzo, et je me demande si on n'a pas un peu... non pas sous-côté, mais sous-classé un groupe de défenseurs d'élite comme ça. En plus, Lou Dort, par rapport à McDaniel, est quand même très shooter aujourd'hui, depuis deux saisons. Je me dis, tu vois, plus j'y réfléchis, à tête reposée, plus je me dis, je crois que je préfère voir un Lou Dort que genre un Kobe White, voire un Norman Powell, quoi. Ou alors, il y a peut-être un peu plus de bataille, quoi, tu vois. Je sais pas s'il y a un côté création versus défense, on est d'accord. Mais la défense est tellement élite, quoi. Ouais, alors j'avoue, je m'étais pas... poser la question, mais oui, en effet, en fait, ça c'est toujours pareil, ça dépend à quel point tu corrèles l'impact défensif et le niveau offensif. On va dire Kobe White, c'est un niveau moyen plus offensif, mais tout en étant plutôt positif. Mais les trois que tu viens de citer, ce sont des défenseurs élites, malgré tout sur des postes plus extérieurs. Donc voilà, après chacun fait ses choix et sa hiérarchie, mais ça m'étonnerait pas du tout qu'il soit un peu remonté. Je pense que, alors j'ai pas toutes les stats en tête, j'ai pas regardé, mais j'aurais tendance à laisser peut-être Lou Dort un peu plus bas. Alors c'est vrai qu'il sort de grosses saisons, mais j'ai l'impression qu'il bénéficie d'une structure collective qui lui permet vraiment d'être bonifié, là où les deux autres sont dans des attaques, enfin sont dans une attaque un peu plus je vais pas dire compliquée, mais le maillon qu'ils sont plutôt essentiels, et donc peut-être être positif sur ces joueurs-là de cette façon. Mais après, si les trois sont remontés, ça me choque pas. Parce qu'il y a un côté où je me dis, tu vois, Kobe White, c'est de la création, mais est-ce qu'on doit un peu lui donner la même valeur que de la création dans de bonnes équipes, tu vois, par exemple? Et je pense à un joueur on va passer au best of the rest aussi. Est-ce que tu as des noms que tu veux que tu voudrais qu'on inclue dans la playlist, qu'on discute et qu'on insère au classement à terme? Mais tu vois, il y a des mecs comme notamment un Jordan Poole que finalement j'ai booté hors de la playlist de 100 parce que la défense est catastrophique, on est d'accord. Mais aussi parce que voilà, l'attaque c'est sympa, et en plus c'est efficace, mais au final, bon, c'est la création dans une équipe qui est pas hyper cool. Et Kobe White, je me dis, finalement, ok, il fait ses 30 minutes par match, il est devenu un peu efficace, mais en fait, dans une bonne équipe, est-ce que vraiment il y aurait cette même création, quoi? Alors que je sais que Lou Dort, il y aurait la même défense et le même niveau et le même impact un peu partout. Et alors,
je sais pas si c'est la bonne manière de faire, mais un peu dans un prisme d'une équipe victorieuse, au final, je pense que je préfère largement un Lou Dort par rapport à un mec comme... du coup, si Kobe White est à ce point haut dans le classement, je me dis, pourquoi est-ce qu'on a laissé de côté un peu un Jordan Poole, quoi. Le côté juste, pas de défense, beaucoup de ballons dans une mauvaise équipe, efficace, mais quid de la vraie valeur de cette création, quoi. C'est toujours un peu la question, quoi. Ouais, non, mais je te rejoins complètement. Après, ça dépend à quel point on considère qu'être un créateur, c'est quelque chose de dur en NBA, même si t'es dans une équipe plutôt moyenne, voire mauvaise. C'est vrai qu'on a tendance à penser que la création, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Donc, est-ce que on valorise ça, ou est-ce qu'on valorise le fait d'être un bonus pour son équipe, même si c'est défensivement, quoi. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire, la création, mais est-ce que c'est vraiment dur dans une équipe où il y a personne qui le fait et qu'on te donne tous les ballons, tu vois? Oui. Ça, c'est tout le sens théorique de la question, à laquelle je n'ai pas forcément de réponse, mais je comprendrais totalement que ça remonte. Surtout, j'avais pas fait attention à Kobe White spécialement, mais oui, ça serait complètement compréhensible que soit l'un soit descendu, soit les autres remontaient, quoi. Ouais. Bon, ok, je note, je continue un peu de faire mes sondages petit à petit avec d'autres intervenants. Je ne bouge pas pour l'instant. Dans les Best of the Rest, justement, on nous a parlé déjà de Jordan Poole. On avait un peu discuté éventuellement de Malik Beasley, titulaire, 28 minutes par match, qui fait sa grosse saison aussi, qui n'était pas dans la playlist, mais qui pourrait y être. Est-ce que tu as d'autres noms dans ce Best of the Rest où tu te dis, bon, lui quand même, serait sympa d'en discuter et de l'inclure au final? Alors moi j'avais 3 noms rapidement. Donc le premier qui vient d'être évoqué, c'est Beasley. Voilà, je trouve a quand même en fait le gap entre son année précédente et l'année qui vient de s'écouler est assez impressionnant. J'ai l'impression qu'il a revécu à Détroit, et puis c'est vrai que c'est un titulaire dans un système particulier où il pouvait bénéficier de la situation, notamment avec mince, je retrouve plus son nom, avec Cade, mais je comprends. Après, il y a toujours les problématiques défensives qui sont inhérentes à son profil. Donc je comprendrais l'idée de l'intégrer, mais je comprends également qu'il soit vraiment dans la bordure, bordure, on va dire, entre 90 et 110, quoi. Sachant que s'il n'y est pas dans les top 100, ça veut dire que sa fourchette, elle peut aller de 92e à peu près 117e, quoi. Donc en fait, voilà, il pourrait y être en fait dans le top 100, quoi. Donc voilà. Alors après, moi, les deux noms que j'avais Malik Beasley, pardon, on vient d'en parler. Malik Monk, plutôt, l'autre Malik, qui, c'est vrai, n'est loin d'être sur une saison d'efficacité vraiment optimale, si on peut dire ça, mais je trouve qu'il y a vraiment pas mal de choses intéressantes. Il y a une création qui continue à être plutôt bonne quand on voit le profil qu'il avait avant, et puis ça reste un moteur offensif de Sacramento. Enfin, moi, en tout cas, je valorise un peu cet aspect-là. Ouais. Après, c'est vrai que c'est loin d'être sa meilleure saison sur les dernières années, et déjà qu'il avait des défauts quand il était très bon. Là, je comprends qu'il passe pas le cut, quoi. Mais il est devenu de plus en plus créateur, en fait, par rapport à un début de carrière où il galérait à s'imposer, donc c'était juste un finisseur. Et c'est vrai que 31 minutes par match, en plus, gros temps de jeu, on va pas dire gros rôle de créateur, mais plus gros rôle de créateur cette saison. L'efficacité, il est pas top, quoi. Donc je pense qu'il y a un côté un peu fuite de valeur de ce point de vue-là, alors qu'il y a aussi de la fuite de valeur en défense. Il y a un compromis défensif, mais si en plus en attaque, ok, ça met des points, mais pour combien de cartouches, quoi. C'est un peu l'idée, mais ok, je note. C'est vrai que c'est un candidat, comme dit, s'il était dans la playlist, c'est que en vrai, il aurait pu être sur le top 100 selon si je m'étais levé du bon ou du mauvais pied le jour où on a fait la playlist. Ok, donc je rajoute Malik Monk. Et vas-y. Ouais, le tout dernier en quelques secondes. Alors c'est pareil, si j'avais fait le top 100, je sais pas si je l'aurais intégré, mais la question se pose, c'est Tari Eason,
qui a un profil, je trouve, vraiment particulier, mais enfin voilà, c'est pas comment dire, un quelqu'un offensivement qui est très intéressant. Il shoot pas, il a aucun shoot, il est juste sur de la finition au cercle, il est même pas excellent là-dedans, mais il y a beaucoup de choses autour qu'il fait qui est hyper intéressant, et notamment l'aspect défensif et les propositions de stats défensives où il est vraiment excellentissime. Donc on en revient toujours sur le même débat, à quel point on valorise la défense. Ce coup-ci, l'attaque est pour le coup vraiment vraiment pas bonne, mais voilà, c'est un nom que moi je trouve intéressant et qui mérite au moins d'être discuté, quoi. En fait, pour moi, le problème, c'est même pas défense versus attaque. Moi, je pense que, en fait, c'est le minutage. Il est que à 24-25 minutes par match cette saison. Tu vois, s'il faisait ça sur 30 ou 32, pour moi, il y est automatiquement, même plus que top 100 ou top 92, quoi. Il est peut-être un peu au-dessus. Mais il y a la question aussi du petit rôle, quoi. Finalement, on fait un classement sur qu'est-ce qui s'est passé de facto en 2025. Et donc, un mec qui va jouer 25 minutes par match, en général, il va accumuler, dans les faits, moins de valeur que quelqu'un qui va en passer 30 ou 32, 35 minutes par match sur le terrain, quoi. Donc, c'est un peu Mais d'ailleurs, transition parfaite, puisque tu as le cas particulier dans ta QV, justement. Il a passé le cut. Donc, dans ta QV aujourd'hui, il y a ce fameux Alex Caruso. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on va en faire? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, il a passé le cut. Donc, Caruso, tu as aussi du Jamal Murray, du OG Anunoby, du Jimmy Butler et du Rui Hachimura. Question traditionnelle, comment est-ce que ces 5-là, tu les as classés, les 5 entre eux, avant qu'on en discute en détail et qu'on les inclue dans le classement plus général? Alors, j'ai mis en premier Jimmy Butler. En deuxième, Jamal Murray. Avec en 3 Anunoby, mais c'était plutôt plus serré que ce que je pensais entre les deux. Et ensuite Hachimura et Caruso, sur lequel on reviendra, mais notamment comme tu l'as dit pour des questions de minutage plutôt évident, qui sera donc dernier des 5 pour moi. Oui, je suis un peu d'accord. Mais en fait, bref. Non, mais le cas de Caruso est tellement particulier, mais non, mais j'ai un peu pareil. Donc Butler d'abord, malgré son espèce de demi-saison, on va en parler. Murray, Anunoby ensuite, Hachimura 4e et Caruso. Je me demande je crois qu'il n'était pas forcément avant dans le top 100 d'ailleurs, Hachimura. Mais on va en discuter justement. Tiens, commençons par OG Anunoby, si tu veux bien. OG, ton joueur de chez toi le fan d'Enix, bien entendu. Donc OG, je te fais le topo. Bon, évidemment, 37 minutes par match, puisque c'est la patte Thibodeau. Lui, il n'y a pas de souci de minutes. Oui, lui, il n'y a pas le minutage. T'as raison. En fait, il faut juste que Caruso, il aille... Non, j'allais dire non, au New York, il n'y a plus Thibodeau, mais ça pourrait régler la question de Caruso. Bref, donc OG, 37 minutes par match, 74 matchs cette saison, 18 points par match, 5 rebonds par match en moyenne également, 20% de vieille, c'est pas mal en termes de volume d'utilisation, c'est plus que d'habitude, on va dire. Et plus 3% d'efficacité relative à la moyenne, donc un bon petit volume, mais en plus il est efficace dessus. Pour te lancer, on est peut-être sur une excellente saison, un peu sous-cotée, parce que la défense est là, mais même l'attaque était assez présente en fait. Ouais, en fait c'était hyper intéressant cette saison d'Anunoby, parce que il est arrivé donc à la mi-saison de l'année passée. Il y a eu pas mal de soucis de blessures sur sa première demi-saison, qui fait qu'il a raté toute la fin de saison régulière, plus il se reblessant en play-off. Enfin, c'était un peu compliqué. Du coup, on arrive avec la première vraie saison d'Anunoby Onyx, avec une très très grosse prolongation de contrat pendant l'été qui avait un peu fait parler, parce que c'était quasiment le max. Et donc c'était hyper intéressant de voir comment il allait s'intégrer dans ce 5 nouvelle identité avec Kat et Mikal Bridges. Et j'ai été plus qu'agréablement surpris, parce que c'est vrai qu'on me l'avait vendu un peu, et ce que j'avais vu sur les premiers matchs et les premiers éléments que j'avais vu sur la saison passée, c'était que c'était un fort défenseur, et ça on en reparlera, c'est toujours le cas. Et offensivement, c'était un peu un 3&D et qu'il y avait pas grand chose. Et là, on a pu voir que déjà c'était un plutôt bon shooter, que vraiment c'était avec la quantité et la qualité qui était plutôt bonne. Et dans les situations où on avait besoin de lui pour
pour se créer un peu lui-même ses shoots, il pouvait aussi le faire, quoi. Sur les quelques séquences où Brunson a été un peu blessé, voilà, ces moments-là. Je me rappelle, il y a 1 ou 2 matchs où il met sa quarantaine de points et il prend les ballons, et puis s'il faut attaquer un peu le cercle et s'arrêter à mi-distance, bah il peut les prendre. Alors c'est sûr, c'est pas KD ou c'est pas même Brunson ou Kat, mais non, mais c'est pas PJ Tucker, quoi, tu veux dire. Voilà, exactement, c'est ça. Ouais. Ouais. Il est pile dans l'entre-deux, qui fait qu'il a un profil très très valuable, quoi. Oui, et en plus, tu vois, c'est bon. La blague avec lui, c'était, tu sais, c'était le prochain MIP, quoi. Chaque année, c'était le MIP à venir. Mais parce que voilà, il se fait drafter à l'époque très tôt, Toronto. Il est pas totalement là l'année du titre. Je crois qu'il est pas là sur les playoffs en plus, un truc comme ça. Mais parce qu'il est blessé, ouais, il joue pas du tout en playoffs 2019. Il y a un côté, on voulait le voir exploser, quoi. On voulait le voir exploser, et en fait, il y avait de très très beaux atouts défensifs, mais l'attaque a jamais été là à un très haut niveau, mais parce qu'il n'y a pas non plus le potentiel, quoi, en tout cas pas de manière évidente. Donc il y a un peu de cette réputation de c'est le prochain MIP, etc., mais sans jamais avoir la vraie explosion. Mais mine de rien, alors on n'a pas eu une explosion non plus, mais tu vois, aujourd'hui à 27 ans, c'est quasiment, je pense c'est même pas quasiment, c'est clairement sa meilleure saison offensive en carrière, et avec presque un step-up que moi j'attendais plus trop. Il avait fait un peu, tu vois, en termes de nombre de tirs par match, en termes de usage, de responsabilité, etc. C'est quasiment sa plus grande saison depuis, je crois, 2021 ou 2022, mais dans un Toronto qui était pas pareil, quoi. Et en fait, ouais, je suis assez étonné de voir que il a un peu participé à ce côté création secondaire où il y a Brunson d'un côté, l'attaque Brunson. Bon, il y a aussi les séquences avec Kat, qui est quand même une attaque secondaire assez principale. Pardon pour l'oxymore, mais non, mais il y a aussi Kat comme deuxième lieutenant, on va dire. Et après, c'est un peu soit un peu de post-up ou isolation de OG, soit un peu de Mikal Bridges aussi, soit tu vois, un peu cette création un peu tertiaire. Et je m'attendais pas forcément à ce qu'il y en ait autant et que ce soit d'aussi bonne qualité, quoi. Tu vois, moi j'ai un souvenir de match en fin de saison là contre les Warriors sans Brunson. Ils vont à Golden State. Le match est hyper disputé parce que en fait t'as un OG qui fait des super drives, qui fait des post-up, et ça pour le coup on parlera de la défense aussi évidemment. Mais voir un peu un mini step-up offensif en termes de création avec l'efficacité qui se maintient, finalement c'est quand même pas mal du tout. Alors après, tu vois, je dis ça. Il est quand même pas loin non plus, toujours un peu des 80% de paniers assistés, en vrai. Donc on n'est pas non plus sur un énorme step-up de création. Mais je trouve que y a des flashs parfois que je m'attendais pas à retrouver. Le post-up occasionnel, le drive occasionnel, etc., quoi. Ah ouais, non, je suis complètement d'accord. Et puis avec le duo Brunson-Kat, il y avait un risque que ça devienne un peu caricatural. Et au final, avec, comme tu l'as dit, ces options tertiaires, que sont notamment Bridges et Anunoby, tu t'amènes de la diversité. C'est vrai que pendant une partie de la saison, il y a eu un souci, enfin en tout cas le début avec Bridges qui a eu un peu de mal au shoot, etc. Et lui, Anunoby, il a pas eu cette problématique-là. Et évidemment, pour les joueurs comme ça, quand le shoot rentre plutôt bien, tu te libères et tu te permets de faire des comme tu as dit, des post-up ou quelques ISO ou quelques situations qu'il n'aurait peut-être pas eu si le reste des shoots rentrent, quoi. Et donc tout ça couplé au fait que c'est un excellent défenseur, ça te donne un joueur plus que positif. C'est le shoot aussi, hein, c'est quand même bien confirmé depuis toutes ces années. 37% encore cette année, 6 par match au niveau du 3 points. Et oui, tu vois, la défense aussi. Bon, on l'a pas dit, mais en attaque, la création, elle est sympathique, mais elle est occasionnelle pour lui. Il n'y a pas non plus de passing, toujours pas. Mais un point positif, c'est qu'il y a une chute une chute de ses paires de balles, notamment. Donc ça, c'est quand même assez cool en termes de. Finalement, il n'y a pas de passing, mais il n'y a pas non plus de déchets, alors qu'on a toujours eu pas mal de déchets en termes de paires de balles. Et je trouve que c'est un peu lié au dribble. Tu vois, je parlais un peu de son drive. Je trouve le dribble un peu mieux aussi, notamment. C'est pas que du côté mauvaise lecture, mauvaise passe. Je trouve le dribble un peu meilleur. Mais après, ouais, sur la défense, c'est aussi ça, sa carte maîtresse, quoi. C'est-à-dire que on connaissait un peu le top défenseur. Et je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'avais toujours cette vision c'est un top défenseur on-ball, mais pas aussi génial qu'on pourrait penser au vu de ses mensurations off-ball. Je dois dire que depuis 1 an et demi, je suis assez convaincu du fait que, même off-ball, en fait, désormais, en termes de protection de panier, même parfois, un truc sur lequel il était d'habitude pas génial alors qu'il était très grand, très long, je trouve que ça vient de plus en plus, c'est qu'on a aussi un mec qui participe pleinement au schéma ultra agressif de Thibodeau, de l'aide depuis le corner opposé qui est très proactive, très en amont, etc. Et en fait, plus que le côté on-ball, je trouve qu'il y a aussi un côté off-ball hyper appréciable désormais, quoi.
Bah, juste pour revenir sur les pertes de balles, c'est vrai que moi je vais attendre de voir enfin c'est très bien, mais je vais attendre de voir pour la saison prochaine, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui sont passés sous Thibodeau, qui ont eu cette réduction de perte de balles qui est, je pense, liée au système en place de un peu, je peux envie de dire frileux sur le passing, mais un peu le cas passing, dribble, etc. C'était notamment le cas de Di Vincenzo, qui avait eu une saison au Knicks où il avait eu drastiquement une quantité de ballons perdus qui avait diminué, et l'année suivante, donc à Minnesota, c'était un peu remonté. Donc je vais attendre de voir l'année prochaine, mais en effet c'est très intéressant sur ce point-là, en tout cas pour Anunoby. Et oui, pour la défense, je te rejoins complètement. Alors moi peut-être parce que je suis fan de New York, j'étais un peu plus optimiste que toi, je pense, sur le côté comment dire, défense off ball, ouais. Parce que c'était vraiment quelque chose que j'attendais, notamment avec l'arrivée de Cat. Je me suis dit, on l'a bien vu toute la saison, hein, si tu laisses Cat en drop tout seul, c'est panier sur panier. Donc il allait avoir des moments où Anunoby et Bridges et Hart allaient devoir compenser Cat, et donc c'était vraiment quelque chose que j'attendais vraiment, et pour le coup j'ai pas du tout été déçu, parce que comme tu l'as dit, il a vraiment un physique fait pour jouer, enfin je veux dire fait pour jouer en NBA, oui, mais fait pour être un très bon défenseur en NBA. Il l'a confirmé avec au fur et à mesure de la saison, des lectures de plus en plus intéressantes, comme tu l'as dit, du corner pour venir couvrir le cercle. Je me rappelle, je crois que c'était contre Charlotte, il fait un contre où il part du corner pour contrer en seconde lame, où tu dis ok, là il a vraiment compris la question de timing et de gestion de l'espace qui est laissé vide par Cat. Donc ouais, ça c'est très intéressant. Et aussi comme tu l'as un peu dit, off ball, c'est un excellent défenseur. Il peut quasiment tenir tous les postes, si ce n'est tous. Alors c'est vrai que il a un physique vraiment imposant, donc contre les petits meneurs ou combos, parfois ça peut être un petit peu compliqué, mais on va dire du poste 2 au poste 5 même, il peut tout tenir. Il y a des séquences, alors c'était pas sur les playoffs là, mais l'année passée, où il était sur Embiid en défense, un peu à l'instar de ce que faisait Minnesota contre Jokic avec Kat et Gobert. Et bon, là il n'y a pas eu trop l'occasion de le refaire cette année, mais il peut tout défendre, quoi. C'est un peu la déception de cette année, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus joué avec les match-ups, quoi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus mis OG sur le pivot pour un peu essayer de cacher Kat. Il l'a pas fait, on s'est dit mais pourquoi il le fait pas? Il a toujours pas fait, il l'a pas fait. On arrive en playoff, on dit bon, peut-être qu'il le garde pour les playoffs, et en effet en playoff, oui, là on commence un peu à jouer avec les match-ups, et même en fait on est passé en switch all contre les Celtics carrément. Mais donc voilà, un peu la carte surprise. Ça fait très coaching un peu à l'ancienne, tu sais, où genre non mais vous inquiétez pas, c'est ça nos schémas. Non mais on sait que de toute façon on arrive en playoff, vous allez bouger, quoi. C'est pas possible en playoff de laisser 4 sur le pivot, alors que tu as OG Anunoby qui représente un peu cette valeur, qui est capable de défendre le plus gros et qui peut permettre de booter un peu ailleurs 4. Mais bref, ce que je veux dire, c'est qu'on a peut-être non pas une perte de valeur, mais on aurait pu avoir plus s'il avait été pleinement déployé là-dedans, parce que je pense qu'il y a un côté comment dire, il apporte une certaine flexibilité de line-up avec ce côté très grand, très gros. Et tu vois, on parlait du jeu off-ball. Toronto, j'ai toujours été un peu déçu de la protection de panier, en fait. Le côté, il est grand et il est hyper long, mais en fait, c'est pas du tout un mec qui va apporter des aides hyper excellentes en deuxième rideau. Tu vois, c'est pas Jalen Williams, c'est pas un Peyton Watson, c'est pas à l'époque Robert Covington. Par contre, là, il le fait un peu plus à New York, je trouve. Et puis surtout, il y a aussi dans le jeu off-ball tout ce qui est occuper de l'espace. Et là-dessus, il est incroyable, parce qu'il n'y a pas que la verticalité au panier, il y a aussi l'aspect de déjà faire des rotations ou des pré-rotations, comme le veut Thibodeau depuis le corner opposé, assez agressif, mais même en tête de raquette. Il faut boucher le terrain, et en fait, avec ses bras interminables, je crois que c'est un meilleur défenseur de stunt de NBA, le côté occuper l'espace, le côté où tu as un drive plein centre, je dézone en tête de raquette pour boucher l'espace et je reviens sur mon défenseur, ou juste je reste dans l'espace, hein, pour le coup. Et lui, un mec comme Tatum aussi, est hyper impressionnant. Où, en fait, voilà, il y a ce côté longueur de bras chez les Knicks entre OG et Mikal qui participe pleinement à ce côté boucher le terrain et empêcher des drives faciles. Et ça aussi, ça fait partie pour moi de la valeur, quoi. Donc au final, un défenseur assez génial, en fait, de on et off ball au global, j'ai envie de dire.
Ouais, bah complètement. C'est vrai, on l'a notamment vu sur le début de la série contre les Celtics, ou avec Bridges sur les fins de match notamment. Bah tu forçais des shoots un peu catastrophiques du côté de Boston, parce que t'as une présence physique et des mains tellement actives que tu t'empêches les joueurs de se rapprocher du panier. Et donc ouais, je te rejoins complètement sur l'aspect tentaculaire de Anunoby. Ouais. Après, on a dit beaucoup de bien, mais en effet, on est sur un profil très assisté. Il y a très peu de passing, mais c'est un peu, voilà, on n'explicite pas, mais c'est aussi les limites de son profil. Le profil est ce qu'il est, et c'est peut-être un des meilleurs dans son profil. Mais oui. Mais alors, justement, pour faire la transition, allons vers le classement. Où est-ce qu'on l'imagine? Quelle est ta fourchette haute et quelle est ta fourchette basse à propos de OG Anunoby? Que je reprenne ce que j'ai marqué. Alors, moi, je m'étais fixé, enfin, j'avais écrit sur mes petites fiches, autour de Aaron Gordon. Ouais, je suis d'accord, et même un peu au-dessus, en fait, de Gordon. Parce que Gordon fait une mauvaise saison, par rapport à ses standards, on va dire. J'ai pas regardé en détail, mais en tout cas, sur le classement que j'avais, c'était comment dire, ce qui me semblait plus intéressant. Alors après, moi aussi, j'avais potentiellement envie de les mettre au-dessus des pivots au-dessus, mais ça dépend, c'est toujours pareil à quel point surtout sur les postes de pivot, à quel point on donne de l'importance à la rim protection, notamment pour Jarrett Allen et tout ça, quoi. Moi, j'aurais tendance à mettre au-dessus des deux pivots, mais je pense que ma fourchette basse, ouais, c'est Gordon, ma fourchette haute, c'est Sabonis, quoi. Ça peut m'aller. Donc, on a Sabonis qui est 11, Miles Turner qui est 12, Jarrett Allen 13, donc un peu deux pivots là. Et ensuite, on a Gordon et Porzingis. Non, mais je pense que ça peut se faire. On peut le mettre au-dessus de Turner et Jarrett Allen. Ça me dérange pas plus que ça. Bon, ça sera un peu la fourchette haute, hein, mais par contre, ça me dérange la distance avec Porzingis, tu vois. Maintenant que j'y pense, parce que je pense que la saison de Gordon, alors tu me diras, Porzingis aussi a été un peu blessé, mais lui, quand il jouait, il était bon. Là où Gordon, il était en surchauffe à 3 points, mais après, un peu plus compliqué au panier, un peu plus compliqué parfois en défense, la mobilité, etc. Mais j'aurais presque envie de... Tu vois, ça me dérange pas de mettre OG devant Turner et Allen, mais je me dis, Porzingis un peu bas, peut-être je le mettrais dans ce groupe de pivot, voire devant OG, tu vois, parce qu'il y a protection de panier d'élite. Mais ouais, je sais pas comment tu... Toi, ça te choquait pas d'avoir Gordon devant Porzingis? Alors pour être honnête, j'ai pas regardé en détail tous les profils. Oui, t'as pas bossé tous les les saisons, mais j'ai en tout cas d'un point de vue extérieur, j'avais l'impression que Porzingis c'était peut-être un peu moins ça que la saison du titre, ou peut-être que, enfin, je suis pas vérifié, mais j'avais l'impression que ça rentrait un peu moins le shoot, et peut-être que après au niveau défensif, c'est vrai que ça reste vraiment intéressant. Ah bah non, au shoot c'est encore très bon. Non, c'est juste qu'il était pas là, quoi. C'est juste qu'il était absent. Mais... Ah oui, 1200, oui, 42 matchs, oui, ok. Tu vois, moi, c'est là la différence avec un Gordon, qui, quand il était là, il était un peu moins bon, qui a aussi été absent, mais... Non, mais ok, alors faisons ça avec Anunoby pour l'instant, et je continuerai un peu à récolter les avis. Je vais faire un peu le Normand, comme en Normandie, je te laisse choisir là-dessus, je ne prendrai pas de décision. Donc mettons OG au niveau des pivots, Turner et Jarrett Allen, et juste derrière il y a Porzingis et Gordon, Josh Hart. Donc du coup Anunoby devant Josh Hart, ça là-dessus on est assez... Oui, ça me semble évident, ouais. Je suis d'accord. Très bien, et donc petit quiz pour terminer. On se refait des actions marquantes de la saison, marquantes ou pas marquantes, hein, parce que les auditeurs réclament des actions un peu plus random pour des quiz un peu plus compliqués. Donc je m'exécute. Et donc nous sommes le 2 mars 2025 et c'est un contre contre Miami. C'est un contre contre Miami. Donc qui est sur le terrain au moment de ce contre spectaculaire de OG contre le Miami Heat du 2 mars 2025? Ok, alors... Côté Knicks, de toute façon, vu qu'ils ont joué 3 millions de minutes, il y aurait normalement Brunson. Pas Brunson, non. Ah, ok. On va continuer sur le 5 de départ. Hart, OG, Bridges et Kat. Non, il y a OG et Kat. Ok. C'est tout. Ok, donc ça a pas mal tourné. Thibodeau, c'était la folie là. Donc Campaign. Exactement, Campaign est là, ouais. McBride. Exactement, McBride est par là. Landry Shamet. Et Landry Shamet, ouais. Exactement. Même pas besoin d'indice.
Tu connais les Knicks trop bien. Ouais, les Knicks, ça va. Miami, en fin de saison, ça va être un peu moins drôle. Alors, Wiggins. Il n'y a pas Wiggins, effectivement, nous sommes le 2 mars. Il y a quelqu'un, comment dire Tyler Hero. Non, il n'y a pas Hero. On va tenter Bam. On va tenter les gros. Bam est là, ouais. Commencer. Il y a quelqu'un de dégoûtant. Tu le vois, tu dis... Un ancien drafté par le Jazz, qui est passé par les Knicks d'ailleurs. S'il n'était pas aux Knicks en 2020 ou 2021, là. La belle année des Knicks. Alors, la belle année des Knicks. Alors, qu'est-ce qu'il y avait déjà? Ah, Burks. Exactement. Alec Burks, tout à fait, le dégoûtant. J'avais aucun souvenir qu'il était à Miami maintenant. On a aussi quelqu'un qui est la raquette des Spurs de l'époque, la grande raquette des Spurs. Ah, bah, Duncan Robinson. Duncan Robinson, évidemment. On a quelqu'un qui, comme son nom l'indique, de loin ça a l'air joli, mais quand tu t'approches, ça pique. T'as pas trop envie de l'avoir dans ton équipe. Ok, alors là, alors je vais tenter, mais est-ce que il y a Davion Mitchell? Non. C'est Davion Mitchell, celui qui a Non, un mec qui de loin ça a l'air beau, hein, mais une fois que tu l'as dans ton équipe, tu dis ah oui, mais en fait il est nul. Non, non. Ah oui, Terry Rozier. Exactement, Terry Rozier. Ouais, tout à fait. Je l'avais supprimé de ma mémoire ce joueur. Ok, donc là on a Rozier. Il en manque un, non? Rozier, Bam, Burks, Robinson, et oui, il en manque un. Il en manque un qui d'ailleurs est parti aux Nets, je crois. Il a été échangé aux Nets. Wow. Ok. Bah voilà, pour le coup, un mec échangé aux Nets. Il a des bras extrêmement longs. Ah, Derrick Jones? Non, comment tu dis? Il était pas Derrick Jones Jr.? Non, il était aux Clippers, lui, il était pas à Miami. Ah oui. J'ai entendu bras long, j'ai directement pensé à lui. Ok, A. Smith. Exactement, Haywood A. Smith, tout à fait, qui est sur le terrain. Ouais. Et donc on avance sur notre deuxième joueur du jour, si tu veux bien. On peut aller sur... sur quoi on va aller? Sur Rui Hachimura. Rui Hachimura, je te fais le topo rapidement. 32 minutes par match, 59 matchs, 13 points et 5 rebonds par match en moyenne, 16% d'usage, donc assez modeste le volume d'utilisation quand il est sur le terrain. Belle efficacité mine de rien, plus 7 relatif à la moyenne, plus 7%, donc c'est très bien. Et pour te lancer, on est vraiment sur un joueur qui, j'ai un peu envie de dire, a un peu terminé sa métamorphose en un très bon role-player. Ouais, bah complètement. C'était un peu ce que la première phrase que je m'étais notée, c'est il est sur une transformation ultra intéressante depuis le début de sa carrière. C'est vraiment le type de joueur qui arrivait en NBA avec du potentiel, mais personne savait trop comment l'optimiser. Et là, tu te retrouves avec un joueur qui est plutôt bon défenseur, qui est plutôt efficace, voire très efficace au shoot, parce que 107 de true shooting plus, ça commence à être vraiment vraiment bon, et qui a complètement métamorphosé son jeu, parce que il est passé donc pour le true shooting sa saison rookie est à 95. Il est passé donc à 107. Donc de moins 5 à plus 7%. Ouais. Voilà, donc il a pas mal progressé. Et sur le type de shoot, il est passé de 41% de mi-distance à 23%. Donc voilà, il a vraiment épuré son jeu, et ce qui lui donne un rôle plus que conséquent aux Lakers. Ouais, je rajoute à tout ce que tu viens de dire, 87% de paniers assistés désormais. Et c'est marrant, tu dis, il avait du potentiel, mais on ne savait pas quoi en faire. T'es gentil, je pensais que tu allais dire, il avait du potentiel, mais personne n'osait lui dire qu'en fait, c'était pas intéressant, son profil, quoi. C'est ok, ça, potentiel, mais en fait, non, pas tant que ça potentiel, quoi, parce que c'était un mec très créateur à l'époque de Gonzaga, post-up, pull-up à 2 points compliqué, mais pas de passing, pas de drive, pas d'explosivité, rien du tout, quoi. Et en fait, de ce même profil de créateur pas intéressant, il a complètement refaçonné son jeu pour être aujourd'hui un finisseur exclusif, ou quasiment, quoi. 87% de paniers assistés, et tu l'as dit aussi, du coup le régime de tir a changé avec beaucoup moins de mi-distance, et plus que le profil de tir, tu vois, il y a aussi le fait que c'est bien de tenter plus de 3 points et moins de long 2 compliqués et contestés en sortie de dribble.
c'est surtout qu'il les met les 3 points maintenant. Et ça, c'est un peu la différence. Ça fait quand même 2-3 saisons qu'il est, 2 saisons qu'il est à plus de 40% à 3 points. Donc ça vient totalement changer son profil parce qu'on est passé d'un mec qui était le créateur mi-distance qui off-ball était nul et servait à rien. À aujourd'hui, l'inverse, quoi. Aujourd'hui, un mec qui a pas besoin de la balle et qui peut être totalement cohabité avec d'autres porteurs de balle principaux. Ouais, bah complètement. Et puis, enfin, en fait, moi, je fais pas du tout de scouting, donc j'avais aucun a priori sur le joueur, mais j'avais quand même la sensation que au début de sa carrière, bien utilisé, ça pouvait potentiellement devenir un shooter. Je me rappelle de séquences à Washington, il y en avait quelques-unes où ça avait pas mal fonctionné, mais à l'instar de pas mal de joueurs, notamment surtout de ce profil-là, des postes 3-4 qui arrivent, qui sont draftés, qui sont ni vraiment créateurs, mais en même temps ils créent beaucoup, qui sont pas vraiment shooters, mais ils shootent mal. Enfin, c'est un peu les profils Aaron Gordon, Kyle Kuzma, tous ces mecs-là, quoi. Bah là, tu te retrouves avec son arrivée aux Lakers, là, complètement, comme tu as dit, chamboulé. Ils lui ont donné un rôle précis et des tâches précises à faire. Et bah, comme par hasard, quand on cadre un joueur, peut-être dans des comment dire, à faire des choses un peu plus limitées que ce qu'il faisait avant, mais au moins il le fait bien et il se donne quelques années de carrière supplémentaire, quoi. C'est vrai que c'est un peu l'anti-Kuzma. Et lui, il a fait le chemin inverse. Il a commencé un peu role player sobre aux Lakers, dans les Lakers 2020 notamment, même 2021. Il est encore là et bon, voilà. Et finalement, il a voulu être créateur, donc et d'ailleurs à Washington. donc c'est le chemin inverse, hein, littéralement. Mais non, mais c'est moi ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a un côté. Alors sur l'attaque, c'est un 3 points, c'est 3 points. Parfois, il y a un peu de post-up occasionnel. Tu vois, la force un peu de Lakers pour moi, c'est d'avoir Doncic et LeBron qui sont deux créateurs, donc deux meneurs, mais deux meneurs qui font 6-8 ou 6-9, quoi. Donc en fait, l'équipe en face, souvent, elle met pas le meneur sur le meneur, elle met ses deux ailiers défensifs sur Doncic et LeBron. Et donc souvent, on l'a vu sur la fin de saison notamment, ça repousse un peu. Tu vois, il y a des matchs contre les Warriors où c'est Curry qui doit aller défendre Hachimura sur un match-up croisé, ou c'est Haliburton, ou c'est je sais plus qui, mais tu vois, ça c'est cool parce qu'il y a mine de rien, c'est pas du post-up de création comme avant, mais tout de même, de temps en temps, quand il y a un peu ce genre de match-up croisé où il se retrouve avec un Curry ou un Haliburton, il fait 2-3 post-up par mi-temps et puis ça peut marcher, quoi. Ça marche assez bien. Un peu un post-up de finition, on peut dire, ou après un switch ou un mismatch, ou c'est un match-up qui est pas bon, il peut aller punir. Donc c'est assez cool. Et puis surtout, moi je trouve qu'en attaque, c'est bon, le passing à la limite, il n'y a pas des tonnes, hein, pour le coup, on va pas se mentir, mais ça fait quand même de lecture assez basique. Moi, ça me va. Il y a pas forcément beaucoup plus, tu vois, il y a pas de jeu de main à main, il y a pas de lecture en tête de raquette, il y a pas non plus beaucoup d'extra passes en mouvement, mais il y a la passe simple, il fait la passe simple. Mais j'allais dire surtout, moi, il a un pouvoir magique. Je trouve qu'il est excellent pour couper dans le dos des aides. Tu vois, genre, t'as un dézonage depuis le côté faible. T'as James Harden qui vient depuis le côté faible dans la raquette, et là dans son dos t'as Hachimura qui va faire 2, 3, 4 cuts par match, alors pas que contre Harden justement, mais contre plein de monde, et c'est un peu son pouvoir secret, il le fait encore et encore et encore, donc j'aime bien un peu ce côté aussi compréhension du jeu et off-ball en fait. Ouais, bah c'est vrai que ce qui ressort au premier abord, notamment quand tu joues avec Doncic et LeBron, donc les deux cumulés, c'est que tu dois profiter des occasions où t'as pas souvent le ballon en main, comme on l'a dit, où t'es beaucoup plus obligé à la sobriété parce que t'as pas le choix, tu touches pas le ballon, mais comme tu l'as dit, les quelques occasions qu'il a, il arrive à les saisir, notamment parce qu'il a quand même un physique, on en parlera au moment de parler de la défense, mais il a un physique vraiment important. C'est un vrai poste 4 maintenant en NBA, vraiment solide, avec il est assez vif et il est loin d'être pâteau. Et comme tu l'as dit, enfin je pense que le fait maintenant d'être dans une équipe avec deux cerveaux comme ça, et ça lui libère des boulevards que lui arrive à saisir, quoi. Tout le monde n'y arrive pas, lui il y arrive et ça lui donne des occasions faciles de finir. Et la défense, ouais, c'est vrai que niveau défensif,
C'est bien parce qu'on a un bon défenseur on-ball, je trouve. Surtout sur un peu les schémas de switch all de Redick. Donc ça peut à peu près switcher sur à peu près n'importe qui. Plus la valeur aussi de parfois défendre un peu un Jokic. Alors pas tout seul, mais un peu être le premier rideau avec une aide devant ou une aide derrière ou une aide à côté droit, côté gauche. Il y a le fameux match là à Denver, je crois que c'est en février, où ils font des prises à 3 ou à 4 sur Jokic. Bon, ça tient aussi parce que t'as Hachimura qui tient juste assez au niveau du contact, au niveau du premier rideau. Ça permet un peu que les aides autour viennent se resserrer. Donc il y a ça. Après, j'aime bien cette polyvalence un peu on-ball. C'est pas non plus un apport énorme en termes de protection de panier ou de défense off-ball. En fait, c'est aussi un peu la limite du profil. Mais au final, ça fait un profil comme un attaque, hein, relativement sobre, mais qui fait le travail, quoi. Ouais, bah moi j'aime vraiment bien, toute proportion gardée, mais je trouve que c'est vraiment un élément intéressant. Alors c'est vrai que c'est beaucoup lié, comme tu as dit, de 1 à Redick et de 2 à l'effectif en place des Lakers la saison passée. Le manque de vrais pivots oblige comme tu l'as dit, l'intensité et les switches et ce genre de choses, et ça le favorise plutôt parce que il a comment dire le physique pour le faire, et il a le QI pour le faire. Alors c'est vrai que c'est pas un défenseur élite, mais je pense que dans pas mal de situations et pas mal d'équipes, il est complètement utile défensivement, et que ce sera encore le cas la saison prochaine. Il peut vraiment tenir son joueur en vis-à-vis, ou faire les switches quand il y a besoin de les faire. Alors certes, il y a, comme tu l'as dit, il y a pas de protection de panier, ce qui est un peu dommageable pour ce type de profil, quand on voit qu'il y en a certains autres. On parlait d'Anunoby juste avant, qui arrive à le développer, mais c'est pas non plus c'est pas non plus un boulet défensif, loin de là. Et alors dans le classement, du coup, si on fait la transition, où est-ce qu'on l'imagine, le Rui Hachimura? Alors, on reprend juste le classement, mais sur ma feuille, j'avais écrit juste au-dessus de Nembhard, enfin autour de Nembhard, et je me posais la question avec Kobe White, mais si on a une intention de le redescendre, moi je l'avais mis autour de Nembhard. Eh bien, je suis d'accord. Mon point de repère, c'était Washington, PJ Washington, que je trouve meilleur en défense, notamment sur l'apport off-ball. Je trouve quand même meilleur, un peu de protection de panier, mais surtout les stunts et tout ce genre de choses. Et même on-ball, il est quand même un peu plus intéressant. Mais l'attaque, il y a aussi un différentiel qui est non négligeable, quoi. Là où Hachimura a un vrai positif, Washington, ça peut parfois être un peu négatif. Il n'y a pas trop de shoot, il tombe pas tout le temps. Hachimura, c'est un vrai bon shooter. Hachimura, c'est un vrai bon jeu de cut off ball. Donc mon point de repère de fourchette basse, on va dire, c'est Washington. Donc ça me va si on le met par là, en effet. Mais par contre, ça me dérange parce que je pense qu'il faudra qu'on monte les Lou Dort, McDaniel, parce que en regardant le classement, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Je trouve aussi que c'est mal payé pour eux. Ouais, ou alors on reclasse maintenant, si tu veux. On met Hachimura devant Washington. Ouais. Et juste devant, on intercale les trois défenseurs, les DiVincenzo, Lou Dort et McDaniels. On peut faire un truc comme ça. Comme ça rapproche aussi Nembhard de ce groupe-là, peut-être. Ouais, donc ça donnerait un truc comme... Donc on aurait Najee Marshall de Dallas. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Bon, laissons-le là pour l'instant. Najee Marshall plus Dante DiVincenzo, puis Lou Dort, McDaniels, puis Hachimura, et enfin Washington. Ça te va ce reclassement ou pas? Ouais, carrément. Alors c'est vrai que maintenant, est-ce que tu laisses là Kobe White? Est-ce que tu le descends un peu? C'est ça la question, mais... Bonne question. Ouais, là j'avoue que... Parce que toi tu le voulais pas trop loin de Hachimura, Kobe White. En fait pas... Enfin, j'ai pas forcément... le point de repère que j'avais, c'était White, mais la vraie question, c'est comme tu as dit, est-ce que White est plus intéressant que les profils qui suivent, donc les DiVincenzo, Dort, McDaniels, et donc Hachimura qui s'est greffé à la suite de ça. Ouais. La question se pose, parce que je pense que, comme tu l'as dit, ils sont peut-être plus sobres que Kobe White, mais ils ont un potentiel d'utilité dans les hautes sphères que n'a peut-être pas Kobe White, quoi.
Bon, écoute, j'ai déjà un peu monté Dort, McDaniels, etc. Peut-être que la prochaine fois on redescendra. Kobe White. Bon, on va pas tout chambouler d'un coup. Je comprends bien. Non, mais après, sur blague à part sur le raisonnement, il y a un côté où Hachimura, pour moi, a un peu une valeur neutre. Mais je dis pas ça avec une connotation qui est mauvaise. Au contraire, c'est un peu, c'est que c'est assez neutre, quoi. Il t'apporte un peu de spacing, de la défense, etc. Je trouve que Dort, McDaniels, ça fait de vraies différences en fait. Il y a une vraie plus-value sur le rapport, là où Hachimura, c'est cool, il est là, c'est cool, il est ni handicapant ni une énorme plus-value, mais c'est un peu pour ça que je me dis que ces profils-là peuvent passer devant. Mais ok, alors mettons-le là, Hachimura, et donc petit quiz pour terminer, et on termine avec justement une de ses actions fétiches, c'est-à-dire un dunk dans le dos du Ned qui avait un peu dézonné. Il va couper discrètement, là il se faufile dans le dos, ligne de fond, il va couper au panier. Un dunk contre les Sixers, nous sommes le 28 janvier 2025, un match en prime time d'ailleurs, malheureusement sans Embiid, donc un peu bof le prime time. Qui est sur le terrain au moment de ce dunk un peu filou de Hachimura? Alors, on va commencer par les Lakers, donc LeBron. Oui. Donc Hachimura. Ouais. Donc tu m'as dit c'était en janvier? C'est le 28 janvier, ouais. Alors je me rappelle plus la date exacte du trade, mais on va tenter là. Donc Davis. Exactement. Ok. Tac tac. Qui est-ce qu'il y avait à ce moment-là? Bah Austin Reeves. Oui. Je me rappelle plus à quel moment il est arrivé exactement, mais Finney Smith c'était plus tard. Non, Finney Smith, c'est bon. C'est bon. Ah c'était lui. Ok. Ouais, c'est lui. Ok. Et donc tu m'as dit Sixers. Maintenant côté Sixers. Ça va être marrant là. Gershon. Il y a Bouzélé sur le terrain, ouais, en effet. Ok. Alors je me rappelle plus exactement de qu'est-ce qu'il y avait déjà. Il y a un très vieux, un très très vieux, qui était à la fac de Indiana. Oula. Qui était impliqué dans l'échange de Chris Paul, je crois. Ah non, si, il y a, comment il s'appelle, l'ailier, est-ce que Kelly Oubre? Alors il y a Kelly Oubre, mais je pensais pas à lui. Oui, je pensais pas à lui, mais j'ai eu un flash de Alors Kelly justement, Oubre. en parlant de flash. Ah oui, non, Eric Gordon. Eric Gordon, tout à fait. Ah oui, j'avais complètement oublié. Flash Gordon, Eric Gordon. Était là. Donc on a Gordon, Yabusele, Kelly Oubre. Bon, il y en a un classique, hein. Alors je me rappelle plus, il y a eu 10 000 blessures, donc on va les tenter. Est-ce qu'il y avait Tyrese Maxey? Exactement, Tyrese Maxey, ouais, okay. Tout à fait. Je savais plus s'il était blessé ou pas. Et le dernier, est-ce que ça peut être Drummond? Non, comment dire, le frère d'une superstar NBA. La superstar NBA qui ne sait pas qui est Alex Rodriguez, son propriétaire. Edwards, donc. Mais c'est qui Edwards des Sixers? Alors là, par contre, il va falloir que je trouve son prénom. Et j'avoue que j'en ai aucune idée. Ouais, je te l'accorde. C'est Justin Edwards, un rookie. Okay. Bon. Et donc avançons, notre troisième joueur du jour, on peut aller sur Alex Caruso. Tiens, ouvrons ce dossier-ci. Donc on l'a dit, 19 minutes par match, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Je ne sais pas. 54 matchs, 7 points de moyenne, à peine 15% d'usage, et en plus une efficacité qui est à peine au niveau de la moyenne, moins 1%. Bon, j'ai envie de te lancer, on l'a mis dans la playlist, et j'ai envie de te dire, certes il joue très peu, mais il y a toujours cette impression que quand il joue, il est absolument crucial, quoi. Ouais, c'est un peu le casse-tête parmi les 5 que j'avais à traiter ce soir, parce que c'est vrai que en fait, j'ai l'impression que c'est un peu répétitif avec ce qu'on entend depuis des années sur lui, c'est que pour le coup, on parlait de neutralité, de balance attaque-défense, enfin de tout ça, quoi. Là, c'est peut-être l'une des caricatures les plus extrêmes de ça, avec un visuel défensif exceptionnel, que ce soit que ce qu'on voit à l'œil ou que ce soit statistiquement, c'est démentiel. C'est peut-être si ce n'est le meilleur défenseur sur les postes extérieurs de la ligue depuis quelques temps. Mais à contrario, en fait, on est sur déjà peu de temps de jeu. Et enfin, c'est lié au fait que offensivement, c'est quasiment le néant, quoi. Il y a vraiment quasiment rien. Il y a
enfin c'est comme tu l'as dit, il a très très peu d'usage. Je crois enfin j'ai pas sous les yeux, mais tu dois l'avoir. Voilà, enfin en tout cas sur Cleaning the Glass, c'est 15% d'usage, donc c'est quasiment rien. 1000 minutes de temps de jeu, donc c'est vraiment peu, ce qui donne 19 minutes par match. Donc c'est vraiment pas grand chose, et en efficacité sur le peu de choses qu'il a, c'est pile à la moyenne, quoi. C'est même pas exceptionnel sur le peu de temps de jeu qu'il a. Donc c'est vrai que c'est un cas vraiment particulier, parce que c'est vraiment du tout au tout, peu importe si son équipe a le ballon ou non, quoi. Mais après, je te trouve un peu dur sur l'attaque, parce que moi, justement, le problème de dire pourquoi est-ce qu'il joue pas plus, c'est que justement, je le trouve intéressant. Je trouve pas que tu vois, pour moi, il y a d'autres mecs encore plus caricaturaux au niveau de que défense et pas attaque. Je sais pas moi, je même pas. Si tu prends il y a des années un mec comme Tony Allen par exemple, bon ben voilà, le mec ça sert vraiment à rien, quoi. Caruso, tu vois, justement, on sortait un peu d'une saison où il était à 40% à 3 points à Chicago. L'an passé, il jouait plus de 28 minutes par match, 40%, même 41 sur 5 par match, et c'était pas trop une anomalie, quoi. Tu vois, en carrière, il est à 37% à 3 points, alors petit volume. Mais le shoot est un peu là, le toucher est un peu là, même cette année encore il est à 35, c'est pas la folie, mais on est au niveau de la moyenne. Alors tu me diras aussi, c'est parce que 35 c'est sur des 3 points grands ouverts parfois qu'on veut bien lui laisser, mais pas que, quoi. Il y a aussi des fois, le jump shot est fluide, il est pris de manière organique, et c'est pas avec personne autour de lui à 10 mètres près, quoi. Donc il y a ça. Et il y a même, je trouve, le côté offensif de intelligence de jeu, passing, jeu off-ball, tu vois, coupé dans le dos de la défense, ce genre de choses. Et voilà, on peut faire cet aspect de connecteur. Alors, ça va pas être Josh Hart non plus, mais faire un peu le lien parfois entre un créateur et un finisseur, faire ce genre d'extra passe, il peut le faire, quoi. Mais c'est justement pour ça. En fait, moi, bon, sans dire, comme tu l'as dit déjà, mais le côté défensif où il y a peut-être pas mieux en NBA, peut-être lui et Derrick White en termes de navigateur d'écran, c'est peut-être les deux meilleurs. Mais je trouve que par rapport à Derrick White, il est aussi tellement plus polyvalent on-ball, il peut prendre plus de profil, alors que pourtant il n'est pas plus grand, mais on l'a vu défendre des Jokic, on l'a vu, alors pas un contre un, il défend en premier rideau avec une aide d'un côté, une aide de l'autre, une aide au panier, on est d'accord, mais il peut être complètement étouffant, parmi les meilleures mains défensives de NBA ou depuis 10 ans, enfin les superlatifs, on pourrait les trouver dans tous les sens, mais tu vois ce que je veux dire, c'est en fait c'est presque pour ça que je suis frustré de dire mais pourquoi il joue que 19 minutes par match, alors que justement c'est pas qu'un profil caricatural de tu peux apporter qu'en défense mais pas en attaque, quoi. Je suis un peu frustré de ce point de vue-là, parce que justement c'est intéressant des deux côtés, quoi. Ouais, bah je suis quand même un peu moins optimiste que toi sur l'attaque. Alors je suis tout à fait d'accord sur le fait que ça mériterait un temps de jeu un peu plus conséquent, parce que c'est pas enfin il met ses quelques shoots quand il les a, mais j'ai vraiment l'impression que comment dire, l'attaque fonctionne sans lui quand il est là, et il se retrouve, comme tu as dit, dans des situations où c'est un peu la dernière roue du carrosse, et oui, que donc il pas un créateur. Et donc il prend les shoots quand il doit les prendre, où il est comment dire, il est un peu utilisé en dernier recours, et que du coup c'est un peu pour ça qu'il est pas plus utilisé, parce qu'il s'intègre pas vraiment dans les systèmes, j'ai l'impression, d'OKC, mais oui, enfin c'est pas non plus, comme tu l'as dit, Tony Allen ou d'autres joueurs qui étaient ou André Robertson à un certain moment, mais je pense que pour l'évolution actuelle de la NBA, c'est pas non plus suffisant pour lui donner plus de temps de jeu, quoi. J'ai l'impression que les joueurs comme ça, c'était une époque révolue, et aujourd'hui ils poseraient même plus un pied en NBA, mais c'est un peu la version de ces joueurs-là, mais en 2025, quoi, 2025-2026, et que du coup, même s'il a un petit shoot, un shoot plutôt correct sur une petite, très très petite, un très petit échantillon, bah ça suffit pas, surtout dans un effectif pléthorique comme celui d'OKC, où il y a 150 options s'il fait pas l'affaire, quoi. Non, mais c'est clairement un finisseur, mais je veux dire, je trouve qu'on n'est pas au même niveau que d'autres qui sont que défense, quoi. Tu vois, je trouve le shoot sympathique. Alors, il peut être abandonné, d'accord, mais le shoot, c'est pas rien du tout, quoi. C'est de l'autre côté aussi, tu vois. Moi, je vois un Peyton Watson. Bon, pour moi, là, Caruso est clairement meilleur joueur que Peyton Watson en attaque. Et Watson joue 24 minutes à Denver, quoi. Tu vois.
Alors que le différentiel est énorme. Alors Watson, il fait aussi un peu de connecting, de jeu off-ball, le passing, mais je veux dire, lui, tu parles de non-shooter, il est encore pire. Il joue quand même plus, quoi, tu vois. Et je sais pas. Peut-être c'est juste la densité de joueurs à OKC, mais c'est étonnant. Mais voilà, que 19 minutes de jeu par match, donc je sais pas quoi en penser, parce que il y a aussi l'aspect de. En même temps, est-ce que si tu l'as pas en playoff, est-ce que tu vas vraiment au titre? Est-ce que tu peux gérer la série contre les Nuggets ou contre les Wolves enfin, en fait, ça change tout, quoi. Donc c'est pas un banal role-player à 18-19 minutes par match non plus, j'ai l'impression, quoi. Oui, non, enfin, je suis d'accord, hein, puis ce qui est assez, comment dire, enfin, ce qui pose question, c'est ce passage des années Chicago où il jouait davantage, donc que ce soit l'année passée où il a joué 2000 minutes au total, l'année précédente c'était 1500, et là il y a une vraie régression en temps de jeu. Alors c'est vrai que sur son poste il y a une rude concurrence, et notamment de joueurs qui, même s'ils n'ont pas son niveau, sont plutôt bons aussi défensivement, ce qui fait que tu te retrouves avec des joueurs qui sont meilleurs shooters et meilleurs offensivement, et qui défensivement ne sont pas au niveau de Caruso, mais sont pas non plus c'est pas Magic Monk comme on en parlait tout à l'heure, quoi. Donc je pense que le choix de l'équilibre est fait de ce côté-là par le coach de Casey Denio, mais oui, ça mériterait un temps de jeu supplémentaire, et je pense que dans une bonne partie des équipes de la ligue, ils joueraient davantage, quoi. C'est vraiment OKC, c'est assez situationnel, la densité d'effectifs. Oui, mais en même temps, oui et non. Parce qu'en carrière, il a jamais non plus joué des tonnes, quoi. Il fait 2 saisons à 28 minutes par match, 2024-2022. Ouais, mais enfin, il y a quand même le temps de jeu est divisé par 2 par rapport à la saison passée. En total, tu veux dire, mais parce qu'il a manqué des matchs. Moi, je parle par match, du coup, parce qu'on peut pas comparer une saison à 54 et bien une sûr, saison à 71, quoi. Mais tu vois, il a toujours été autour des 20 minutes par match, en fait, au final, en carrière, à part 2 saisons un peu sorties de nulle part. Donc, en fait, là encore, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi il joue que 20 minutes par match, quoi? Et en playoff, ok, il joue un peu plus. Ça monte à 25, quoi. Ça monte pas non plus à 30 ou 32 d'un coup, où tu dis oui, allez, et c'est le truc crucial. Donc ouais, je suis un peu surpris. Je sais pas quoi en faire. Mais alors, classement, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça dans le classement? Alors, où est-ce que je l'ai mis déjà? En fait, juste par rapport au temps de jeu, je me voyais pas le mettre haut, parce que en fait c'est quasiment comment dire, impossible de le valoriser par rapport à des mecs qui ont joué quasiment 2 fois ou 3 fois plus sur la saison. Et du coup, alors je revérifie juste où je l'avais mis, je reprends la liste, j'ai perdu ma fiche, mais je l'avais mis juste avant-dernier, je crois. Donc juste au-dessus de Al Horford, si mes souvenirs sont bons et si j'arrive à retrouver ce que j'avais noté. Je crois que l'exercice théorique intéressant qu'on pourrait faire pour se sortir de là, c'est, imaginons qu'il soit à 30 minutes par match. Imagine, il y est pas, mais imagine s'il y était. La valeur qu'il a, mais sur 30 minutes par match, c'est quoi un peu les points de repère? Je pense qu'à 30 minutes par match, je le mets au niveau de Josh Hart, ou même un peu en dessous. Parce que Josh Hart a moins de tirs, mais plus de valeur offensive, j'ai l'impression. Donc tu vois, si les deux étaient un peu au même temps de jeu, 30 minutes par match, je le mettrais à peu près niveau de Josh Hart. Mais je suis d'accord je pense qu'on est un peu obligé de faire payer la taxe temps de jeu, quoi. Donc je pense qu'il y a un malus, il y a une descente dans le classement qui peut s'opérer pour aller jusqu'à où, c'est un peu la question, quoi. Ouais, non, je suis en train de regarder le classement, et oui, je suis assez d'accord pour dans la situation où il y a un temps de jeu d'une trentaine de minutes par match, voilà, au-dessus de Nembhard, au-dessus de Kobe White. Moi, j'aime beaucoup Norman Powell, donc moi je me questionnerais autour de lui, mais voilà, Powell, Josh Hart, ils sont collés. Mais par contre, oui, malheureusement, je vois pas. Là, on a reclassé, donc j'ai pas le. Mais Josh Hart, t'es d'accord qu'il y a un côté offensif plus intéressant que Caruso, d'accord? Ah oui, bien sûr, oui. Moi, je mets Josh Hart devant. Mais voilà, on a remonté DiVincenzo, Dort, McDaniels. Du coup, c'est Marshall et Horford à la fin, avec Hachimura juste au-dessus, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, c'est dans cette zone-là, quoi. Je pense que c'est devant ou derrière Marshall. On le colle à Hachimura vers le bas du classement, sinon. Ouais, c'est devant ou derrière Marshall, je pense.
Je suis d'accord. Ok. Oui. Bon, bah, mettons-le là, mais par faute de savoir quoi faire de lui, Ouais, pour de vrai. c'est un profil vraiment, vraiment particulier, quoi. C'est dur à estimer parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs où quand tu les vois, enfin, normalement, quand tu as un coach NBA, tu utilises à de la juste valeur tes joueurs et là tu as l'impression qu'il peut donner plus et il est pas utilisé plus. Du coup, c'est un peu spécial comme situation, quoi. Oui, et en même temps, tu vois, j'essaie de penser, c'est qui les autres ultra défenseurs de NBA qui sont top en défense et pas et un peu nuls en attaque. Jonathan Isaac, tu vois, peut-être, je pense à lui et peut-être la meilleure comparaison, mais qui lui aussi, du coup, à cause de l'attaque, est à 15 minutes par match. Mais tu vois, par rapport à Isaac, j'ai l'impression que Caruso est quand même un peu meilleur, quoi. Isaac, il n'y a vraiment rien du tout. Qui est-ce qu'on a d'autre aussi en ultra défensif? Klingan, mais qui est rookie, qui est vraiment juste là pour être parqué sous le panier et pas faire grand-chose de plus. Non, c'est un peu rare, hein, de trouver à ce point un même type de profil, mais ok, bon, faisons ça. Faisons ça parce je pense qu'on n'aura pas d'autre solution. Je sais pas quoi faire. Ouais. Je sais pas quoi faire. À moins de classer une version théorique de 30 minutes par match, mais ce ne serait pas correct non plus. Mais ok, alors petit quiz pour terminer. On va sur les actions marquantes de la saison. Un contre spectaculaire sur un joueur des Atlanta Hawks. Nous sommes le 27 octobre 2024. Petit quiz pour terminer, tout début de saison, qui est sur le terrain au moment de cette action spectaculaire, ce contre de Caruso sur un joueur des Atlanta Hawks? Alors, donc pour OKC, Shai. Non, il n'est pas sur le terrain, non. Ok, alors on va reprendre Jalen Williams. Oui. Chet. Chet n'est pas sur le terrain, non. Ok. Hartenstein. Non plus. Non, je crois que c'est Williams, Ok. le pivot. Les séquences un peu small ball avec Williams et Caruso en small ball Ok, ouais, de l'espace. Ok. Donc maintenant c'est tous les shooters autour. Alors on en a parlé d'un Dort. Non, il n'y est pas là. Ah ouais, ok. Non, il y a quelqu'un dont le frère a été le first pick de draft. Bah oui, Aaron Wiggins. Aaron Wiggins, ouais, tout à fait. Ok. Alors comment il s'appelle le shooter? Shooter, il y en a beaucoup, mais Ce n'est pas Avril. Isaiah Joe. Oui, exactement, c'est Joe. Voilà. Et il m'en manque qu'un. Alors, un qui est un peu intérieur, mais intérieur assez polyvalent, pour le coup. Ok. Est-ce que c'est encore un des 12 000 Williams? Non, je crois que c'est une chanson de Christophe Maé, non? C'est pas un truc comme ça? Oula, alors... C'est un Français. Ousmane Dieng. Ousmane Dieng, ouais. Il y avait pas une chanson comme ça de Christophe Maé, Dieng, 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 Dieng. Ah ouais, t'es pas loin. Ouais, c'est ça. C'était ça m'en Dieng, fout. mais... Et côté Atlanta, alors? Ah oui, Atlanta. Trae Young. Trae Young, ouais. Jalen Johnson. Johnson n'est pas là. On a quelqu'un qui est très rapide. Très rapide. Rapide. Un Tchèque. Ah oui, c'est quoi son nom déjà? C'est vite, Krejci, vite. Oui, Krejci. Oui, je voyais sa tête, Vite, je le voyais, mais j'avais pas son nom. Donc Krejci, Trae Young. Comment il s'appelle le Dyson Daniel? Daniels n'est pas là, non. Ok. Capella. Pas Capella, c'est l'autre. Bah donc Okongwu. Okongwu, ouais. Et ensuite, il reste quelqu'un, les gens qui déplacent le matériel sur les concerts. C'est la régie. C'est pas la régie. Régie, c'est ceux qui sont aux manettes. Ah oui, c'est ceux qui gèrent le son. Ceux qui déplacent. Non, c'est un ancien de Memphis qui était aussi passé par les Suns. C'est David Roddy. Les Roddy, tu connais pas les Roddy sur les concerts qui déplacent le matériel? Alors, j'aurais jamais eu pour le coup David Roddy. Et il m'en manque un, non? Et le dernier, c'est un shooter. Un petit shooter de poche. Enfin, pas de poche. Un peu grand, mais... Ok. Comment il s'appelle? Bogdanovic? Non, mais je crois qu'il a signé au Knicks, d'ailleurs. Il a signé au Knicks? Pour un training camp, il me semble. Ok. Alors, je vais réfléchir. C'était pas DeAndre Hunter, je suppose? Non, c'est un mec qui était au début à Washington, ensuite qui a fait des Rockets. Là, il est à Atlanta il était à Atlanta. Effectivement, il a signé au Knicks pour un contrat. Ah ouais.
Moi, j'ai même pas vu ça passer. L'été, j'ai tout coupé et j'ai même pas vu. C'était Garrison Matthews. Ah oui, Garrison Matthews. Eh oui, le petit shooter Garrison Matthews. Donc on avance, on peut avancer sur notre quatrième joueur du jour, c'est Jamal Murray. Je te fais le topo, 36 minutes par match pour Jamal Murray, 67 matchs, 21 points et presque 6 assists par match pour Jamal Murray en 2025, 24% d'usage et une efficacité qui est autour de la moyenne comme d'habitude, plus 1% mais pas plus. Et pour te lancer, on est peut-être sur une saison un peu irrégulière où ça a mal commencé mais c'est un peu revenu à la normale, on va dire. Ouais, c'est ça en fait d'un point de vue global. Si on dézoome sur la saison, j'ai l'impression les saisons se suivent un peu et se ressemblent depuis quelques années pour Jamal Murray. On est à peu près sur les mêmes points positifs. Donc la relation avec Jokic, il y a quand même une certaine efficacité à peu près moyenne sur la quantité de ballons, enfin sur l'usage qu'il a, et il y a toujours les mêmes points négatifs sur lesquels on reviendra peut-être un peu plus tard. Mais donc j'ai envie de dire qu'on est un peu les saisons se suivent un peu et se ressemblent, j'ai l'impression, pour Murray, avec les mêmes registres de shoot, avec beaucoup de mi-distance, et c'est le cas depuis pas mal de temps, avec cette question de la création quand Jokic n'est pas sur le terrain. Enfin voilà, il y a malheureusement, j'ai l'impression, pas beaucoup d'amélioration par rapport aux années passées. Oui, en fait, je sais pas trop quoi dire. Déjà parce que c'est pareil que tous les ans, en fait, Jamal Murray. Ouais, voilà, c'est ça. Et qu'en plus, voilà, il fait aussi partie d'une grosse équipe. On en parle régulièrement toute la saison. Donc en fait, tout le monde connaît bien le profil, un peu, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que mine de rien, pour un peu décrire son année 2025, il y a eu un début de saison qui a été un peu inquiétant. Si pour les gens qui s'inquiétaient sur un échantillon de 15 ou 20 matchs, quoi, pour le coup. Mais ça a mal commencé. C'est un peu plus revenu à la normale, on va dire. Et voilà, le côté, oui, il a été bien meilleur après un début de saison où certains ont surréagi dans le négatif. Bon, la suite, c'était pas comme si, tu vois, il avait tapé dans méga efficacité, retour en méga forme. Non, en fait, on est revenu sur un Jamal Murray un peu normal. Et pour le coup, c'est aussi le duo avec Jokic qui fonctionne très bien. En un sens, il faut pas non plus enlever ce crédit-là, parce que il y a un côté automatisme, il y a un côté profil de jeu aussi chez lui qui se combine bien, le pick and roll, etc. Mais tu vois, moi, mon point central à chaque fois, notamment là, j'ai fait pas mal de décortiquage de matchs cet été sur des gros chocs tactiques de la saison 2025. En fait, tu te rends compte que c'est presque toujours les minutes sans Jokic qui sont perdues, quoi. C'est là qu'ils perdent les matchs, les Nuggets. Ouais. Et t'as l'impression que, non pas cette année pire que d'habitude, mais que la question de la création hors Jokic s'est d'autant plus posée cette saison avec Jamal Murray, Gordon et Michael Porter Jr. Et qu'au final, enfin, je veux dire, non pas que c'est facile, mais performer sur les minutes où Jokic est par là, Jokic va attirer deux mecs sur le pick and roll ou faire des belles passes. Et bon, c'est pas facile, mais voilà, ça l'est quand même un peu plus, en tout cas. Par contre, là où on attend un peu plus un Jamal Murray, ça va être sur de la création pure, dans un contexte un peu meilleur. Cela dit, ce qu'on peut aussi apporter comme contre-argument, c'est quid du contexte hors Jokic, c'est-à-dire que tu pourrais aussi avoir un bon backup pivot qui te permettrait un peu plus de fonctionner. Et je parle pas d'avoir un Jokic 2.0, mais tu vois, notamment une menace de pick and roll potable qui n'est pas des pieds de 50 kilos comme DeAndre Jordan actuellement, donc qui puisse apporter un peu de menace au panier sur des pick and roll avec Jamal Murray, ou une menace de pick and pop comme Darius Saric, mais qui n'a pas joué parce que la défense. Donc il y a ça aussi, de à quel point est-ce que on faut pas un peu nuancer le manque de performance de Jamal Murray avec les secondes units par rapport au fait que c'était aussi un peu compliqué niveau talent pur, niveau profondeur cette saison aux Nuggets, quoi. Ouais, bah de toute façon, moi je suis chez QI Basket, donc comme tu l'as dit en intro, il y a un contingent de fans des Nuggets, donc autant dire que les fameuses minutes sans Jokic, j'en entends parler 50 fois par saison, et du coup oui, on arrive sur cette situation où c'est dur de
de savoir ce qui est de la faute de Murray qui est liée à ses qualités intrinsèques et du fait que c'est peut-être pas un si bon créateur que ça. Et après voir si c'est sa faute ou si c'est de la faute de la construction du roster, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu la question centrale du profil, parce que tu l'as dit et je pense qu'il faut quand même le rappeler. Pour le coup, ça fonctionne très bien avec Jokic. Alors je pense qu'il y a beaucoup de joueurs en NBA avec qui ça fonctionnerait très bien, mais malgré les années et puis peut-être les analyses qui sont de plus en plus fines sur leur duo, ça arrive toujours à bien fonctionner ensemble. Enfin, c'est toujours ultra fluide, c'est très cohérent et ça fonctionne toujours bien. Mais après, est-ce que c'est plus que juste quelqu'un qui s'entend bien avec Jokic et qui une fois de temps en temps met des shoots clutch? Je sais pas, et c'est là que toute la question se pose, quoi. Oui, mais c'est vrai que ça fait aussi partie du profil, cet aspect de en fait t'as l'impression que sur les gros matchs en prime time il est toujours là. En tout cas, il est souvent là à mettre des gros tirs, des gros pull-ups, et que au final, il y a peut-être aussi une certaine irrégularité dans son jeu, parce que s'il est là sur des gros matchs, s'il a un niveau 12 sur 10 sur des gros matchs, mais que sur la saison il a 8 sur 10, c'est que dans d'autres matchs il est un peu plus en dessous, quoi. Forcément, c'est un peu le principe de la moyenne. Mais non, mais après il fait en fait c'est un peu la saison d'habitude, c'est-à-dire que même profil de assisté versus non assisté, c'est-à-dire moitié-moitié, le jeu on-ball et off-ball. Au niveau du shoot, c'est là, on a un bon shooter à 3 points. On est à 36%, je crois. Non, ça c'est les playoffs, pardon. C'est les stats de playoffs. Donc 40%, voilà. 40% depuis quelques années. Ça se confirme, y compris avec un régime de tir en pull-up. Donc ok, mais le drive a aussi des limites. C'est-à-dire qu'il va prendre beaucoup de flotteurs. Il va pas aller tout le temps au panier. Donc on est plutôt moyenne ou moyenne basse parmi les très gros drivers de NBA. Le passing, c'est sympa, mais c'est aussi un peu réduit. L'avantage de l'autre côté, c'est qu'il fait peu de passes, donc peu de prise de risque, peu de déchets. Enfin, un peu tous ces éléments-là qu'on connaît un peu par cœur pour le coup, et ce qui fait qu'on a un peu une saison comme d'habitude, quoi. Et presque la question que je me pose, c'est on a un peu tourné la page Mike Malone, on a aussi tourné la page Michael Porter Jr. parce que c'était un peu le premier domino qui devait tomber en termes de flexibilité salariale. C'était quand même le plus facile à faire tomber, c'est celui-ci. Mais est-ce que on va se retrouver l'été prochain avec Jamal Murray peut-être encore dans l'effectif? Ça, je dis pas que non. Mais je pense que plus on avance, plus la question va forcément être amenée à se poser, en fait. Alors je me rappelle plus exactement de toute l'histoire salariale, mais pour en avoir entendu parler pas mal dans les conversations avec lui basket, je crois que ça l'a un peu sauvé cet été, qu'il ait signé son nouveau contrat qui fait qu'il n'ait pas pu être transféré, je crois. Toute la saison, ouais. Il était intransférable toute l'année, ouais. Donc c'est ouais. Ouais, du coup, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ça aurait pu être un fusible plutôt évident, et là il a échappé un peu belle, mais oui, si on se retrouve avec une nouvelle saison un peu moyenne, toute proportion gardée bien sûr, pour un joueur de ce calibre, il y a moyen que pour profiter des dernières années de Jokic, il soit le prochain fusible à sauter, ouais. Non, mais tu vois, il y a aussi un truc, moi par exemple la stat au niveau des drives et au niveau de les fautes provoquées ou pas provoquées, justement, on est à 7% à peine de shooting foul percentage. À quel point il provoque des fautes sur une tentative de tir. Grosso modo, l'échelle des valeurs va à peu près de 4-5% jusqu'à 20%. Lui, il est à 7%. On est quand même sur une moyenne très très basse. Donc ça aussi, c'est un manque à gagner. Et c'est pour ça qu'au final, ok, il met des pull-ups à 3 points de temps en temps, même avec une certaine régularité. On a une efficacité qui est à peu près au niveau moyen de NBA. Et peut-être c'est un peu injuste pour lui parce que c'est un bon joueur NBA et tout ce qu'on veut. Il y a toujours le truc de mais mince, mais à côté de Jokic, est-ce qu'on peut pas faire mieux, quoi. Tu vois, c'est un peu comme là avec Wemby, la conversation de ok, ils sont allés chercher De'Aaron Fox, c'est très cool, c'est de la compétence qu'il n'y avait pas avant, mais est-ce qu'avec Wemby on peut pas se permettre de rêver encore un peu plus grand, quoi, et de dire Fox c'est bien, mais si on pouvait, est-ce qu'avec Wemby est-ce qu'on n'a pas la capacité à tirer un Luka Doncic ou un mec de ce chapeau 1, quoi, pour le coup. Non, je te rejoins complètement. C'est un peu le nœud et le cœur du problème avec les Nuggets. En fait, il y a un peu cette sensation avec Murray, j'ai l'impression ils sont dans une idée où tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes, quoi. Ouais. Et du coup, ils restent sur
ce milieu plus parce que bon, on en parle comme si c'était un élément problématique, mais ça reste chaque année une équipe plus que compétitive et Oui, mais est-ce qu'avec le meilleur joueur offensif depuis 20 ans, t'as pas des ambitions de pas juste être compétitif, quoi. Si, ouais. Non, je suis bien d'accord, quoi. Non, mais j'entends l'argument de oui, non, mais on parle quand même d'une équipe qui est top 3 à l'Est depuis 5 ans. Oui, mais avec ce talent-là, est-ce que tu aurais pas pu faire pas juste un titre en 5 ans, mais peut-être... Moi, si j'étais voilà. Dans le front office des Nuggets, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense qu'à leur place, c'est ce qui se disent aussi. Mais oui, ça reste un joueur plus que compétent, mais je pense qu'il a quand même pas mal bénéficié des liens qu'il avait avec Jokic, qui lui ont permis je sais pas si c'est surperformer, mais au moins de se maintenir à un niveau qu'il aurait peut-être pu perdre dans d'autres contextes, quoi. Mais après, ça fait partie des carrières, quoi. Ce qui est marrant aussi avec lui, c'est que en fait, il est efficace dans toutes les zones. Il est même un peu plus efficace que la moyenne dans à peu près toutes les zones. C'est-à-dire 40% à 3 points, c'est très bien. Les longs tirs à 2 points, il a 45 aussi, c'est très bien. Bon, à peu près au niveau des 40, on commence à être satisfait. 45, c'est bien sur les longs tirs à 2 points. Et puis pareil, 47% au niveau des flotteurs. En fait, tout est bien, mais le truc, c'est que tu te dis, mais alors comment il peut être à peine au niveau moyen de NBA alors qu'il surperforme un peu partout? Premièrement, parce que pas beaucoup de lancers francs, on l'a déjà dit, et puis aussi parce que la répartition des tirs, en fait. Le régime de tir fait que tu prends tellement de tirs à mi-distance que, en soi, dans cette zone, tu es bon, mais en soi, le tir est moins rentable que si tu allais chercher plus de tirs au panier ou plus de tirs au niveau des 3 points aussi. Donc voilà, je pense que c'est un très bon exemple, Murray, bah ouais, en fait, le mec est très bon dans toutes les zones, mais au final, il y a un plafond de verre parce que au niveau de la répartition des tirs et du régime de tir par rapport à quel tir tu prends dans quelle zone et quelle rentabilité attendue il y a un peu partout. Mais ok, mais alors sans plus tarder, la transition vers le classement, peut-être c'est un peu plus intéressant d'en parler. Relativement aux autres de NBA, où est-ce qu'on l'imaginait alors? Alors moi, comme référence, j'avais le duo Banchero-Sabonis. Ouais, pour être au-dessus, en dessous, au milieu? Alors moi j'ai mis... moi je pense que je mettrais entre les deux. Ok, je t'avoue que moi j'étais parti pour le mettre là aussi, mais je me dis quand même, est-ce que Sabonis, il y a quand même pas un côté création collective majeur que n'a pas du tout Murray, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. En fait, moi de base c'était noté avant/après Sabonis. Donc j'ai tranché sur avant, mais honnêtement les deux s'entendent. Si tu le mets juste derrière, j'aurais pas du tout de contestation. Ouais. Parce qu'après il y a un compromis défensif avec Sabonis, on est d'accord. Mais j'ai du mal à mettre Murray dans la catégorie un peu le chapeau là des Cunningham, Harden, Banchero, Sabonis, où t'as un peu l'impression quand même que tout tourne un peu autour d'eux, là où Murray est quand même un rôle plus mineur dans l'attaque. Ouais. C'est un peu plus presque, je vais exagérer, mais plus un finisseur, là où Jokic peut faire un peu plus la création. Mais ok, bon, mettons-le là. Du coup, il fait un peu la ligne de démarcation entre les créateurs au-dessus et un peu plus les profils role-player en dessous, des Anunoby, Turner, Jarrett Allen, Gordon, etc. Là. Ouais, c'est l'entre-deux. Ouais. Ok, très bien. Et donc, petit quiz pour terminer. J'ai pris cette fois une action un peu random. J'ai pas pris une action marquante. Nous sommes le 16 décembre 2024. 16 décembre. Un step back à 3 points compliqué contre les Kings. Qui est sur le terrain au moment de ce step back à 3 points en prime time contre les Sacramento Kings? Brown. Non. Ok. Porter Junior. Non plus. Ok. Gordon Jokic. Non plus. Il y a quelqu'un pour qui c'est élémentaire. Watson. Watson, tout à fait. Russell Westbrook. Westbrook n'est pas sur le terrain, non. Ok. Strother. Strother est là, ouais, exactement. Ok. Et donc il m'en manque 2. Il y a un mec, c'était le méga champion de la boxe. Années 90. Ah oui. Comment il s'appelle? Un petit zozotement. Oui. Mince, c'est quoi son nom? Son nom de famille, c'est Tyson. Alors c'est pas Mike, du coup. C'est c'est quoi son prénom? Hunter, un truc comme Exactement. ça. Hunter Tyson. Le chasseur Hunter Tyson. Et du coup, après Zekenaji, peut-être. Non, c'est pas Zekenaji, c'est un mec qui met de la musique en boîte. Qui met de la musique en boîte. Qui est-ce qui est au platine? DeAndre Jordan. DeAndre Jordan, le DJ, ouais, tout à fait. Exactement. Et côté Sacramento, alors. Donc, De'Aaron Fox. Ouais, exactement. Malik Monk. Oui, tout à fait. Sabonis. Sabonis n'est pas là. Ok. Keegan Murray. Non plus. C'était DeRozan.
Il n'y a pas DeRozan, il y a une légende de la fac de Creighton. Oula, alors là, par contre, sur les facs, je vais pas pouvoir Ça te parle pas, ça? prendre dessus, mais Keon Ellis? Il y a Keon Ellis, ouais, mais c'est pas lui que je pensais. Ouais, de toute façon, je t'avoue que l'indice fac, il est rentré dans une oreille, il est ressorti de l'autre parce que je peux pas l'utiliser du tout. Il est passé par les Knicks en 2018, d'ailleurs. Ah, ok. En 2018. Un shooter. Ok. En 2018, il y avait qui au Knicks? Drafté 11e en 2014. Ok, et tu peux me donner une ou deux autres équipes? Il est passé par Chicago, OKC, les Knicks, les Pacers surtout, les Spurs surtout. Comment il s'appelle? Doug McDermott. Exactement, McDermott. Bon, le dernier, je te l'épargne, il s'appelle Isaac Jones. Ok. Tu l'as retrouvé ou pas? Je le connaissais même pas. J'avoue, il doit pas avoir beaucoup joué. Et donc passons à notre cinquième et dernier joueur du jour, c'est Jimmy Butler. 32 minutes par match en moyenne, 2 équipes et 2 aires comprises. 55 matchs au total, là encore 17 points de moyenne, 5 passes et demi, 5 rebonds et demi, 20% d'usage à peine, hein, toujours le même problème avec Butler. Il veut pas shooter, il veut pas être utilisé. Et de l'autre côté, toujours pareil aussi, plus 9% d'efficacité relatif à la moyenne, ultra efficace sur un petit volume. J'ai envie de dire, plus que d'habitude, on a eu ce côté un peu réticent parce qu'il y a quand même une première partie d'année où il a pas trop envie de jouer à Miami. Ouais, bah moi j'avoue que quand je me suis replongé, quand tu m'as donné le nom et que je me suis replongé sur sa saison et que j'ai regardé un petit peu ce qu'il a fait en termes d'image, en termes de match, j'ai un peu mis de côté Miami. Alors c'est vrai que ça fait partie quasiment entièrement de c'est la moitié de sa saison en termes de temps vraiment si on prend les matchs et si on prend le nombre de jours et de mois. Mais en fait, il était tellement sans envie et vraiment là en match d'exhibition que y a pas trop de trucs à analyser. Enfin, dès le début de saison, il était en conflit avec tout le monde. Donc bon, je vois pas trop ce qu'on peut tirer contrario de ce qu'il a fait à Golden State où là pour le coup j'ai été agréablement surpris de son son implication et le fait qu'il soit aussi volontaire et aussi déterminant malgré son âge qui commence à être avancé. Donc je sais pas trop comment me positionner sur la première moitié de saison. Je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais peut-être qu'on parlera plus de Golden State quoi. Non, mais je pense que pour moi il y a un côté où presque il aurait dû juste ne pas jouer du tout à Miami. Il aurait juste fait 30 matchs à Golden State. On aurait dit bon, mettons-le dans notre liste des blessés, il n'y a pas assez de matchs. Mais là, il est pénalisé parce qu'il a joué, quoi, mais sans vouloir, sans être bon. Tu vois, d'habitude, ça n'a jamais été un mec à gros usage. Hein. C'est une superstar qui peut prendre beaucoup de ballons par moment, mais qui n'aime pas en prendre des tonnes. D'habitude, il est autour des 26, 27, 28% d'usage. À Miami, on était à 22, quoi. Vraiment, le mec, il voulait pas du tout essayer. Donc, le volume avait beaucoup réduit, alors que pourtant l'efficacité était toujours là, hein, toujours assez absurde, l'efficacité, les pertes de balles très peu, le passing génial. Mais et ensuite il va à Golden State où l'usage est aussi assez faible. Mais là c'est pour des raisons différentes. C'est aussi parce que en fait c'est l'avantage des inconvénients et parfois vice versa. C'est-à-dire que la partie à Miami c'est justement parfois on a besoin qu'un mec force. Et lui il voulait pas le faire. Lui son jeu c'est plutôt d'être assez polyvalent et surtout pas trop forcé. Et donc en plus il était tête de l'art, il voulait pas. Et Golden State c'est l'inverse, c'est-à-dire que la force de son profil c'est que il peut par moment prendre tous les ballons, mettre 50 points par match, 50 points sur un match contre les Bucks et tout ce qu'on veut. Mais il est aussi, il vampirise pas du tout le jeu. Donc là à Golden State il y avait un côté où en fait il a pu s'insérer parfaitement dans les schémas de Golden State avec le mec, déjà en termes de jeu off-ball, ça le dérange pas, la pose d'écran et surtout le QI basket. Moi, c'est un peu ça le principal, c'est que je pense que n'importe qui n'aurait pas pu venir s'insérer dans la motion offense des Warriors comme ça du jour au lendemain. Et pareil pour être capable d'exécuter les schémas défensifs très demandants de Golden State. Là encore, hein, des schémas hyper proactifs, en termes de, non pas que de la zone défense, mais des rotations, de comment est-ce qu'on fait les X-out, comment est-ce qu'on, etc. Et là, voilà, pareil. Pour moi, c'est le QI basket. Donc,
en fait, c'est le mariage parfait, mais qu'est-ce qu'on fait de ça alors qu'il y a que 30 matchs à Golden State, quoi. Et comment est-ce qu'on juge les 25 premiers, la moitié de saison, sa moitié de saison, un peu en traînant les pieds, à Miami en étant ultra efficace, mais en traînant les pieds en disant non, moi je vais tirer 8 fois par match, quoi. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord que le trade à Golden State, moi je sais que j'avais fait un podcast avec Jérémy au moment du trade parce que c'était tombé en même temps que Zach LaVine à Sacramento en termes de temporalité, et du coup on avait fait pas mal de podcasts en même temps, et moi j'étais très emballé par ce trade parce que comme tu viens de le détailler sur ces questions de schéma, que ce soit offensif ou défensif, il apportait beaucoup, et il avait la compréhension du jeu nécessaire pour faire partie de cet effectif, avec deux têtes de gondole que sont Draymond et Curry, qui sont ultra forts mais avec des profils vraiment particuliers, et il bouchait des trous et des manquements à Golden State, notamment sur la rim pressure et les créations de fautes, parce que Golden State, avant l'arrivée de Butler, c'était assez cataclysmique en termes de lancer et de points gratuitement gagnés sur la ligne des lancers. Et avec Butler, alors j'ai plus les stats sous les yeux, mais de souvenir, lui il a complètement fait exploser ça en termes de shooting full percentage. Et je crois que l'équipe avant l'arrivée du trade, enfin avant le trade, ils sont 29e en lancer franc, il passe premier après le trade. Voilà, c'est ça, c'est que Butler il fait complètement exploser ça. Mais oui, il y a cette question de la première moitié de saison, et pour être honnête, moi j'avoue que quand j'ai vu qu'il y avait des conflits entre Butler et tout, connaissant un peu le personnage, j'ai complètement arrêté de regarder Miami, parce que tu sais très bien qu'il avait pas envie d'être là et que ça servait à rien. Enfin, c'était vraiment un peu des situations lunaires. Mais en termes de temps, comme je disais au début, c'est la moitié de sa saison, quoi. Parce que le trade, il est même pas fait mi-novembre ou en décembre ou je sais pas quand. Il est fait une semaine avant la fin de la trade deadline, quoi. Du coup, la moitié de sa saison, elle est un peu à jeter à la poubelle. Mais en fait, il est quand même là sur le terrain. Donc, c'est dur à classer si on prend la même logique qu'avec Caruso et qu'on prend en compte quelque chose de théorique, en imaginant s'il avait fait toute la saison à Golden State ou quoi que ce soit. Enfin, si on est juste avec tout le monde, faut compter autant la demi-saison de Miami que celle de Golden State, quoi. Là où on peut être déçu peut-être, c'est de se dire mince, quand Curry s'est blessé en playoff, on n'a pas plus eu un mec qui a pris tous les ballons. Cela dit, il était blessé. Il était blessé sur la série pendant la série contre les Rockets, et donc je pense que ça a aussi participé au fait que il a pas pu prendre autant de ballons qu'il aurait pu, notamment après contre les Wolves. Donc je pense que c'est pas rien ce côté blessure, mais on n'a même pas encore parlé, mais il y a l'aspect défensif qui est quand même génial, de défense on ball, défense off ball, les rotations, j'en ai déjà parlé aussi, ce côté Q-basket, mais là-dessus, tu vois, quand j'ai vu des matchs de Golden State, quand j'ai vu des matchs de playoff des Warriors, c'est le même Butler que d'habitude, quoi, pour le coup. Et tu vois, même à Miami, en fait, il traînait les pieds, mais en fait, il faisait le boulot, quoi, même largement. C'est pas comme si, tu sais, à l'époque de Harden, quand il demandait son trade, à l'époque des Rockets, c'est la première fois, il était sur le terrain, mais il faisait acte de présence, quoi, en attaque, en défense. Butler, c'est quand même pas à ce point, je trouve que c'était quand même, ça restait hyper intéressant d'ailleurs, j'ai déjà dit, mais ultra efficace déjà à Miami encore, même si c'est sur très peu de tirs, mais il était efficace, ça défendait bien, et ouais, ça fait qu'au final, alors, on peut aller vers le classement, si tu veux. Moi, j'avoue que... je te pose la question. Imagine la saison qu'il fait à Golden State. On imagine que c'est 82 matchs. Où est-ce qu'on le mettrait, ça? Et ensuite, on essaiera de nuancer par rapport à la demi-saison. Alors, moi, je l'avais autour de Cade et Harden. Au global, ou s'il avait fait 82 matchs aux Warriors? Non, s'il avait fait 82 matchs... parce que ça reste quand même même s'il est juste derrière, moi je l'avais dit juste derrière Harden, je crois.
D'accord. Parce que ça reste quand même c'est un joueur ultra important, mais comme on l'a dit, il a pas non plus un usage offensif démesuré, et donc je pense que les créateurs primaires, moi je les prime quand même. Du coup, je sais pas si ta réaction c'était il était trop bas ou il était trop haut, mais moi je l'avais à ce niveau-là. Moi, je pense que ma fourchette haute, s'il avait fait une saison complète aux Warriors, c'était numéro 2 en fait, du classement. Ah oui. Ah ouais, ok. assez facilement même. Hein. Assez facilement. Ah ouais, moi j'étais beaucoup plus... Après, on ne va pas le mettre 2 parce qu'il a fait que 25 matchs aux Warriors et que les 25 autres à Miami, c'est pas rien, mais c'est quand même pas au niveau. Mais non, mais pour moi, il y a un combo. Ou alors, c'est vrai qu'il a moins de ballons que des gros. Ouais, moi, j'avoue que ça m'importe quand même pas mal le poids. Comment dire que le joueur porte sur ses épaules, si je puis dire comme ça, et le fait qu'il soit dans un roster complètement rodé et qu'il soit malgré tout une seconde roue de carrosse pour Curry, une très 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 bonne seconde roue, mais ça reste quand même entre guillemets un numéro 2 avec comme on l'a dit, alors j'ai plus sous les yeux, mais c'est 23-22% d'usage, c'est pas non plus quelque chose de d'immense. J'ai un peu nuancé, mais après oui, en tout cas quand j'y ai réfléchi, j'ai pas forcément repris toute la partie défensive, etc. Et du coup, je montrais bien un peu, mais par contre, ouais, numéro 2, ça me semble, en tout cas de mon côté, moi, je l'imaginais pas aussi haut, quoi. Non, ce que je voulais dire, c'est que la fourchette haute pouvait être numéro 2 assez facilement pour moi si on a une saison complète aux Warriors. De Stackabila. Ah ouais, okay, après oui, il est, enfin moi j'aime pas ces termes hein, pour le coup, mais deuxième option d'équipe, ok. Après tu vois il y a des équipes où il y a genre Dwayne Wade en deuxième option d'équipe, qu'est-ce qu'on fait avec ça quoi techniquement. Non, je parlais plus en termes d'usage. Non mais c'est vrai que voilà, il y a un côté où il a pas des tonnes de ballons, il prend pas des tonnes de tirs, il est pas dépositaire du jeu. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a un tel combo d'efficacité absurde, de polyvalence aussi dans le jeu et de valeur défensive aussi, parce que voilà, on est quand même sur des schémas défensifs aux Warriors où ok, il y a Draymond, mais je veux dire, ça se repose aussi sur l'effort collectif et il a apporté tellement de flexibilité là-dedans en termes de on-ball, de off-ball, de protection de panier y compris, etc. Mais voilà, là je te disais vraiment la fourchette haute de, imagine, une vraie saison de Butler, c'était à peu près à ce niveau-là, ou en tout cas dans le groupe en compétition avec des mecs qui sont plus héliocentriques, mais aussi un peu moins parfait au global. Tu vois, je trouve que Brunson ou Haliburton, ça a plus de ballons, mais un peu moins efficace, un peu plus de compromis, un peu moins de jeu off-ball, beaucoup moins de défense aussi. Voilà, mais ça, c'était vraiment le scénario Butler 82 matchs parfait Warriors. Sauf qu'on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça du tout. Et donc, j'avoue que je pense qu'il faut quand même le descendre pas mal par rapport à ceci. Et Kevin Durant était un peu mon point de repère aussi. Et tu me dis, bon, tu me diras, Durant est pas loin de Harden et Cade aussi. Hein. Ouais, il est juste devant. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais maintenant que tu le dis et qu'on a échangé, je me rends compte qu'en effet, j'étais peut-être un peu bas sur Butler. J'ai un peu mésestimé le à côté. Parce que c'est vrai qu'en fait en voyant le classement, ce qui saute aux yeux, à part Jaren Jackson Jr. qui est un peu le comment dire l'erreur, enfin pas l'erreur, mais la spécialité, enfin la personne spéciale qui confirme la règle, c'est qu'on a que des porteurs de balles primaires, et du coup j'ai un peu mésestimé tout le côté autour de Butler, et donc oui, ça m'étonne pas de monter. Par contre, ouais, je pense que en tout cas, moi, je le vois pas devant le quatuor Antetokounmpo, Haliburton, Brunson, Booker. Je pense que ma limite, ma fourchette haute à moi, c'est autour de Jaren Jackson Jr., KD, et ma fourchette basse, c'est derrière James Harden, quoi. Encore une fois, l'exercice du jour, c'est de juger ce qu'on a eu en 2025. C'est pas la théorie. C'est ça qui est très compliqué, c'est que on a envie de penser en positif sur ce qu'on a vu sur cette fin de saison et on a envie de penser de manière abstraite ou intrinsèque, quoi, alors que non, en fait, là, il faut juger 2025, et donc on a 25 matchs à Miami, cool, mais pas plus, et même les 25, comme tu dis aussi, aux Warriors. Là encore, moi, mais peut-être aussi que j'ai ce côté-là de trop extrapoler sur le théorique, et alors qu'en vrai, oui, tu ramènes aussi à ça, à l'usage, et t'as aussi raison de dire,
ok, il peut faire plus, mais en même temps, il a fait peu, quoi. Il n'a pas non plus des tonnes de rôle, un gros rôle offensif non plus. Donc ça, c'est vrai aussi, quoi. Et quand on juge, qu'est-ce qu'on a eu de facto? Non seulement on a eu que 25 ans de match aux Warriors, mais en plus, avec un rôle plus mineur qu'à Miami à l'époque où il a pas non plus 35% du age, mais quand même plus de ballons, un peu, tu sais, tête de proue de Miami Bien qui sûr, sait ouais, quand ouais. il laisse, etc. C'est vrai qu'on n'est pas non plus en ce cas-là. Donc, faut pas non plus que moi je juge sur une espèce de théorie trop intrinsèque. Et c'est vrai que sur le résultat final, plus on parle, plus je me dis, non seulement il y a que 25-30 matchs, en plus le volume est un peu plus faible. C'est vrai qu'au final, le coller à un Harden, ça peut m'aller. Ça me dérange par rapport à Cade. Mais parce que là, je pense de manière un peu intrinsèque. Je pense que je préfère largement le profil de Butler, mais dans la production, dans les faits, c'est vrai que je pense que sur la saison, ça s'argumente largement que voilà, Cade il fait une saison complète, héliocentrique, etc. Là où Butler, pas du tout. Ouais, Donc, ouais. ouais. J'avoue que maintenant, je pense que tu l'as compris, mais moi, j'avoue, c'est des éléments que je valorise beaucoup, le fait enfin, surtout dans les cas comme Cade, où il a mené son équipe à des standards qu'on n'attendait pas forcément, d'avoir le poids complet d'une franchise quasiment sur ses épaules quand t'as le ballon entre les mains. Du coup, c'est pour ça que moi, je le mettais par là. Mais oui, moi, je te rejoins totalement sur le fait de le placer dans cette zone-là. Même par rapport à Wagner, Wagner a un tel volume cette saison que je me dis, tel volume, la défense est aussi élite. Après, il y a un vrai différentiel d'efficacité, mine de rien. Entre Wagner qui est pas trop efficace et Butler qui l'est énormément. Mais non, mais tu vois, même le mettre sous Wagner, ça me choquerait pas plus que ça en fait, au final. Mais allez, soyons fous, faisons ça. Entre Wagner et Banchero, ça te va? Ça me va parfaitement. Banchero aussi fait une demi-saison un peu bizarre avec sa blessure, donc ok. Faisons comme ça. Ça fait bas pour lui, mais en même temps, on juge ce qui est arrivé. On juge pas la théorie, donc très bien. Mettons-le là. Et donc, petit quiz pour terminer. Nous sommes le 27 mars. Ça y est, c'est bon. Je me suis pas trompé de fiche. Nous sommes le 27 mars. Donc, un contre spectaculaire contre les Raptors. Qui est sur le terrain au moment de ce moment marquant de 2025? Ok, alors, 27 mars, du coup, Curry. Curry n'est pas sur le terrain à ce moment-ci. Ok, Draymond. Draymond est là, ouais. Qui est-ce qu'il y avait dans cette équipe? Kuminga n'est pas sur le terrain. Il y avait un X-Factor. Qui est le X-Factor des Warriors? Buddy Hield. Alors, Buddy est là, mais je pensais pas à lui. Facteur. Ah oui, ok, c'était. Moi, je pensais au sens premier. Je me suis dit, Buddy Hield, il peut te faire un 0 point comme un 32. C'est truc. Alors, un facteur. J'ai pas dit X-Factor, j'ai dit X-Factor. Oui, facteur, c'est. Ah, bah si, comment il s'appelle le pivot, là. Exactement. Le grand. Post, Quinton Post. Exactement, Quinton Post, le X-Factor. On va l'appeler comme ça d'ailleurs maintenant. Du coup, alors je sais même plus à combien on est. Et le dernier, donc Buddy, Butler, Draymond, Post, et le dernier. Pods. Exactement, Podziemski. Comme ça, j'ai pas besoin de faire de jeu de mots pourris. Tu vas trouver Ouais, directement. non, j'avais encore un ou deux noms en tête. Et du coup, alors côté Raptor, ça va être marrant. Wow. Là, on va s'amuser. Ingram. Ingram n'est pas sur le terrain, non. Ok, Scotty Barnes. Barnes est là, ouais, Scotty Barnes, ouais, tout à fait. Ok, Potel. Potel n'est pas sur le terrain, non. Ok. Le mec qui se fait contrer. Le mec qui se fait contrer, il a un peu le même nom que le site où tu travailles. Ok, et il a un peu le même nom. Lui, c'est l'inverse de QI Basket. Ah, bah Emmanuel Quickly. Exactement. Ouais, je l'avais, j'étais en train de chercher, donc ouais, Quickly, on a dit Barnes, et c'est tout. Comment il s'appelle? RJ Barrett? Barrett, non. Alors, il y a un mec qui s'appelle Castleton. Je te le donne parce que Oula. Je suis même pas sûr que tu le connaisses. Castleton. Non, pas du tout. Une espèce de shooter dans le corner, numéro 11. Ouais. Non, ça me dit rien du tout. Par contre, il y a comment il s'appelle, Gradedick. Il n'y a pas Gradedick, il y a mon fils. Mon fils, ma bataille. Mon fils, ma bataille. Alors, j'ai le chanteur, mais je vois pas. C'est pas le tennisman non plus, c'est pas Gaël. Mon fils. Mon fils, ma bataille. Drafté cette année d'ailleurs. Enfin, il y a un an, il était rookie.
Jamison Battle. Ah oui, Jamison Battle. Exactement, okay, Jamison Battle, pareil, tout à fait. Et le dernier aussi était drafté au premier tour en 2024. Donc il était comment il s'appelle Mélange de meneur de Memphis et d'une légende des Lakers. Ah bah si, oui, si. C'est le mec qui s'appelle, j'ai plus son nom, mais son prénom c'est Jacoby là. Exactement, Jacoby Walter. Jacoby Walter, tout à fait. Ah ouais, si. Jacoby Walter, Quickly, Scotty Barnes, Castleton et Jamison Battle, voilà qui est sur le terrain. Ça c'est du beau 5. Ça c'est du très très beau 5. Hein. Pour le coup, on est sur du très haut niveau. Et donc petit récapitulatif de cette cuvée très particulière entre Caruso et Butler là, qui c'était la cuvée atypique du jour. Donc Butler qu'on a finalement mis entre Wagner et Banchero autour de la 9e ou 10e place à peu près, Jamal Murray juste en dessous entre Sabonis et d'ailleurs on a mis aussi collé OG Anunoby à peu près par là, donc Jamal Murray et Anunoby, les deux sont autour de la 12e 13e place, et puis ensuite dans la fin de classement Rui Hachimura et Alex Caruso qui est avant-dernier de ce classement pour l'instant. Donc on a un top 30. Bon, bah c'était pas simple hein, cette cuvée. Hein, on avait fort à faire aujourd'hui. Il y avait des cas un peu particuliers. Le combo Caruso-Butler, c'était pas simple. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être passé sur le Basket Lab une nouvelle fois pour ce top 100. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un exercice psychologique intéressant, et puis ça permet de se replonger sur des cas qu'on a, enfin, en tout cas que j'avais pas forcément approfondi pendant toute l'année, donc c'était super. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour peut-être la cuvée la plus compliquée jusqu'ici de ce top 100, avec que des cas particuliers entre Butler, entre Jamal Murray et même Caruso. J'avoue que je sais pas trop quoi faire de Caruso, vous l'avez peut-être entendu, mais pour le coup c'est très particulier. Je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, notamment le classement. Je le rappelle aussi, les classements sont visibles sur le Discord puisque c'est un endroit semi-fermé. Je ne m'aventure pas à mettre des classements en public sur Twitter, voire sur YouTube. Bon, c'est compliqué YouTube de mettre des liens aussi. Mais bref, donc voilà, n'hésitez pas à venir participer. Je pense que ça va être classé, reclassé et re-reclassé, d'où ceci. Et donc on se retrouve demain. Demain, un nouveau numéro. Demain, épisode numéro 7 avec une cuvée Tyler Herro, Jabari Smith, Luka Doncic, Ja Morant et Toumani Camara. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Benjamin d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.